Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc on a fait trois parties d'abord sur l'état des lieux, donc les dynamiques, les territoires, et maintenant on passe aux enjeux et je rajoutais prospective. D'ailleurs, Victor a parlé beaucoup de l'avenir, donc la question c'est ça, hein, c'est l'avenir à la fois pour la Chine et aussi, je dirais, pour le reste du monde. Voilà. Donc la Chine, vous voyez, au défi du développement durable et le développement durable au défi de la Chine. Hein, quel beau titre. Voilà, donc voilà un petit peu poser les bases. Alors, on va faire un cadrage d'abord assez général, je dirais en se plaçant au niveau de la question de la civilisation, hein, puisque la Chine, ce n'est pas simplement un pays, c'est une grande civilisation. Et donc, vous voyez, la Chine entre grande renaissance et collapsologie. Hein, ça, c'est la théorie donc de l'effondrement. Il y a des gens qui considèrent que la Chine serait un dragon de papier, voilà, eu égard à différentes vulnérabilités, etc. Donc, on va déjà commencer à explorer un peu ce thème avant d'entrer sur des sujets beaucoup plus concrets. Donc, effectivement, par rapport à la question, je dirais, long-termiste de la Chine, on a deux visions qui sont tout à fait contrastées. D'abord, une vision qui peut être pessimiste et qui notamment s'inspire, je dirais, d'un courant historique sur ce qu'on appelle la génétique des civilisations. Alors, il y a pas mal d'auteurs, de grands historiens du passé notamment. Vous voyez Spengler, bien sûr, Toynbee. Vous voyez, là, vous avez donc à l'écran les volumes, les 9 volumes sur l'histoire du monde par Toynbee, hein, qui est un très grand historien d'Allemagne. Et en fait, le point commun de ces historiens est d'étudier l'histoire des civilisations, c'est-à-dire leur naissance, leur vie et leur mort, leur déclin. Et effectivement, certains s'attardent sur ce qu'on appelle les civilisations disparues. Hein. Il y a beaucoup de civilisations anciennes, l'Égypte, l'Indus, les Khmers, etc. Et le point commun de ces civilisations disparues, enfin le facteur fréquent, on va dire, de déclin, c'est justement l'écologie. Hein. Il y a souvent eu à la base, c'est bien sûr pas le seul facteur, mais une crise écologique ou alimentaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que le développement durable en Chine, c'est un sujet majeur. Ce n'est pas un sujet de confort, hein, comme ça peut l'être par ailleurs. Alors, ces historiens, vous voyez, là, vous avez un schéma, je dirais, canonique hein, du cycle de vie d'une civilisation. Là, alors, c'est un peu flou, malheureusement, je le regrette. Hein. Naissance, émergence, croissance, stabilité, puis chute. Alors, est-ce que ce genre de modèle peut s'appliquer à la Chine? Bah, oui et non. Il y a un grand historien du passé, Edwin de Reischauer, qui a étudié à la fois, je dirais, la Chine et le Japon, qui a élaboré une théorie, hein, théorie du cycle dynastique. C'est-à-dire, l'histoire chinoise est faite de différentes dynasties qui se sont succédées. Et en fait, on voit qu'une dynastie a succédé à une autre après une crise. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, plus récemment, un ouvrage d'un sino-américain, Gordon Chang, illustre un peu, je dirais, alors ce fantasme américain, bien sûr, hein, d'un effondrement de la Chine. Alors, The Coming Collapse of China, donc le prochain effondrement de la Chine. Alors, en fait, l'ouvrage date de 2001. Alors, il considère la Chine comme étant un dragon de papier. Bon, alors finalement, 10 ans plus tard, il a reconnu que sa théorie était un petit peu douteuse et il a dit finalement, ben non, l'effondrement, ce sera pour l'année prochaine. Bon. Et puis en 2016, il a dit ben, finalement, le renversement du Parti communiste, c'est plutôt pour des raisons économiques. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est une question qui se pose, bien sûr qui relève à la fois plus du fantasme ici que d'autres choses. Alors, une vision beaucoup plus optimiste, évidemment, est celle fournie par le Parti communiste chinois, qui considère que, bien sûr, la Chine va réussir à maîtriser la nature, notamment grâce à des grands travaux. Là, on est dans une idéologie, je dirais, saint-simonienne. Hein, vous savez, Saint-Simon, à l'époque, Second Empire, etc., une espèce de croyance un petit peu naïve, quelque part, en la technologie. Et on a vu, je crois, dans une précédente séance, quelques exemples de techno-écologie. Voilà, donc en fait, et là, on se réfère aussi à vous savez, donc, le mythe très connu de Yugong,
hein, qui était un vieux fou, bien un vieux sot, qui était très perturbé par deux montagnes qui étaient en face de sa maison. Et en fait, tout le monde le prenait pour un fou. Et il a dit, mais oui, peut-être moi, je ne vais pas réussir à détruire la montagne, mais mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants, etc., vont réussir, eux, à le faire. Donc, il y a une espèce de fantasme aussi chinois qui vont arriver à tout faire et à résoudre tous les problèmes, y compris les questions environnementales. Voilà. Donc, il y aurait peut-être, de leur point de vue, une sorte d'exceptionnalisme chinois. Et là, bien sûr, tout ça s'articule sur une vision, je dirais, historique. Et il y a bien sûr l'idée de grande renaissance du peuple chinois. Hein, c'est ça le rêve le Chinese Dream. Hein, c'est le rêve pour les Chinois. Et on aurait peut-être ici une vision, je dirais, qui ne serait pas cyclique, une vision acyclique, une espèce de progrès illimité, hein, une puissance qui s'accumulerait sans fin, comme ça, et une stabilité qui serait également illimitée. C'est aussi peut-être une sorte de fantasme. Alors, entre ces deux visions qui sont peut-être un petit peu irrationnelles, on peut peut-être avoir une vision un peu plus pragmatique, et en tout cas, disons, plus simple, plus, je dirais, terre à terre, en essayant d'identifier les risques. Il y a quand même des risques hein, actuellement, peut-être de perte de contrôle, on verra pour la question hydrique par exemple. Il y a des déséquilibres, on verra, qui sont aussi à l'œuvre, par exemple en matière de ressources humaines. Il peut y avoir des chocs internes ou externes. Tout ça, plus bien sûr les questions de changement de pouvoir. Bon. Et dans un domaine aussi un peu proche, c'est la question des vulnérabilités. Hein, la question de la sécurité alimentaire n'est pas totalement résolue, et surtout sur le long terme. La sécurité hydrique, on verra qu'elle pose aussi problème. La sécurité budgétaire avec le futur enjeu, je dirais, du vieillissement. Et puis, la question aussi de l'approvisionnement en ressources. Donc, tous ces facteurs de risque et de vulnérabilité sont des faits, eux, qui sont incontestables et qui sont inscrits, je dirais, dans les courbes euh, à venir. Alors, on va commencer donc par étudier les risques et vulnérabilités au sein même de la Chine. Alors, premier risque, c'est la question du changement climatique. Alors, le changement climatique est un très gros risque pour la Chine, avec, on va le voir, des impacts qui sont potentiellement assez lourds. Bon, la hausse des températures a été je dirais, observée de manière incontestable par les chercheurs chinois. Alors, on voit ici, vous voyez la courbe, enfin, il y a donc une tendance, un trend tout à fait objectif, même si ce n'est pas encore dans des ordres de grandeur massifs. Mais d'ores et déjà, on peut, les chercheurs chinois notamment, envisagent la modification de la géographie du climat chinois. Très intéressant. Et par exemple, avec ici, là, vous avez le nord-est chinois, avec un climat de type sidérien. Tout ça va en partie disparaître, vous voyez, d'ici à quelques décennies. Vous voyez ici la grande différence, le plateau tibétain avec une toundra, un climat polaire, tout ça va en partie changer, vous voyez, dans les années à venir. Un risque également très important est, lui, lié au relèvement du niveau de la mer. Or, vous savez qu'une bonne partie de la population chinoise est concentrée sur des plaines côtières très basses et des deltas. En 2050, on estime que 90 millions de personnes pourraient être affectées par la submersion de ces terres basses. C'est notamment le cas dans le delta du Yangtze. Vous voyez, ici, vous avez une projection qui vous parle. Alors, vous avez ici Shanghai et toute la partie notamment méridionale et aussi la pointe de ce territoire sont potentiellement concernés par ce phénomène. Bon, ça, ce n'est pas du tout un phénomène imaginaire, puisqu'on voit déjà que, vous voyez, là, il y a des typhons à Shanghai en 2015, 2019. Les Shanghaïens ont déjà eu à plusieurs reprises les pieds dans l'eau. Hein. Alors, des simulations sont Oui, tout à fait
Désolé de Oui, t'interrompre, j'ai une question. La submersion, c'était les zones roses ou grises? Donc ça devait être les c'est deux les zones sites roses, bien précédents. sûr. Ouais, Parce que ok. là, enfin, c'est la mer. Là, c'est la mer. Là, c'est le golfe de Bohai. Et donc, la submersion, c'est la part. Là, on a quand même Tianjin ici, hein. Hmm. Et plus, alors, vous voyez toute la partie poldérisée, là. Et on a vu l'autre fois les villes nouvelles de Zhaopeidian, de Nanhui, tout ça, vous voyez, enfin non, de Zhaopeidian ici, et la Chine, enfin, la ville écologique Chine-Singapour, tout ça, en fait, serait, si ce scénario s'avère exact, sous les eaux. Très bien. Merci Guillaume. Voilà. Alors là, il y a deux scénarios, hein, en cas de relèvement des températures de 2 degrés ou de 4, on voit bien ici que ce n'est pas du tout pareil, puisqu'on voit que l'eau, hein, va pousser beaucoup plus loin, notamment dans la partie de Pudong. D'ores et déjà, les aménageurs chinois sont en train de construire ce qu'ils appellent la grande muraille contre la mer. Voilà, et on voit déjà, vous voyez ici, vous êtes là donc dans la baie dans la rivière Suzhou à Shanghai, et on voit que la digue petit à petit est déjà surélevée. Là, vous avez une digue de front de mer, et là, vous avez les deux lignes de défense, hein, une contre la mer, et puis une deuxième ligne de défense plus dans l'interland. Le changement climatique, ce sont aussi des risques naturels extrêmes, avec des vagues de chaleur, des précipitations catastrophiques, des sécheresses, etc. Alors, vous voyez cette photo incroyable. Là, nous sommes en 2015 au Sichuan, et vague de chaleur historique. Et vous voyez un petit peu, tous ces gens-là se sont précipités dans un parc aquatique pour se rafraîchir. Vous voyez cette photo quand même assez hallucinante. Et inversement, là, c'est l'inondation catastrophique. Là, c'était en 2020 dernier. Et vous avez le métro de Wuhan, hein, qui a été inondé, alors même que, je vous rappelle, il y a quand même en amont le barrage des Trois Gorges. Alors, tout ça va bien sûr impulser, je dirais, des déplacements de population. Bien sûr, la Chine n'est pas seule concernée. Il y a beaucoup de pays, notamment en Asie. Et d'ores et déjà, vous voyez, en 2019, 4 millions de personnes ont été déplacées à cause des calamités naturelles. Alors, l'un des sujets les plus importants aussi, les plus graves sans doute, c'est la fonte des glaciers au Tibet et en Himalaya. Parce que là, ça touche à la question de la sécurité hydrique. Vous avez ici le plateau himalayen, et puis la chaîne himalayenne, enfin, pardon, le plateau tibétain, et là, la chaîne himalayenne, et tout ce qui est en bleu, ce sont des glaciers. Il se trouve que le plateau tibétain est concerné, enfin, est affecté par une hausse particulièrement élevée des températures, comme on le voit sur ce graphique. Et par ailleurs, il y a un deuxième facteur qui joue, c'est la question de la suie, qui résulte en fait de la combustion des centrales, enfin du charbon notamment, mais pas seulement. Il y a aussi les moteurs thermiques. Et on voit bien ici, vous voyez, les strates de suie entre deux précipitations neigeuses. Et tout ça, en fait, malheureusement, aggrave ou accélère la fonte de la neige et de la glace. Alors, pour illustrer ce phénomène, vous avez deux cas, deux glaciers. Laohuko, donc on est dans le Gansu, vous voyez, là c'est une montagne en fait un peu, je dirais, au nord-est du plateau donc, tibétain, les monts Chilian. Tout ce qui est en bleu sont les glaciers. Là, vous avez en fait un glacier dont la pente est vers le nord, et ce glacier en fait a beaucoup reculé. Et là, il y a les chercheurs qui sont dans la partie morainique du glacier. Là, vous avez en fait même une station de glaciologie installée par les chercheurs chinois de l'Académie des sciences. Vous voyez, on a quasiment depuis 1960 474 mètres de recul de ce glacier. C'est le cas également du glacier Urumqi, donc là au Xinjiang. Vous voyez, en fait, le glacier était homogène et maintenant il a été coupé en deux. Donc il y a deux langues glaciaires. Alors, autre problème qui n'a plus rien à voir avec la question naturelle, c'est le vieillissement massif et accéléré. Alors, on en a parlé déjà un petit peu de manière incidente, je dirais, dans les précédents exposés. Mais là, on va y revenir de manière un peu plus thématique, je dirais. Donc, simplement pour rappeler, vous voyez, l'importance du vieillissement. En 2050, donc 35% de la population chinoise sera âgée de plus de 60 ans, soit 500 millions de personnes. On connaît, vous voyez, cette superbe caricature. Là, on voit bien actuellement
un Chinois qui prend ses vacances, etc., et qui est menacé, sans le savoir, par une vague de personnes âgées. Tout ça, bien sûr, aura un impact social très lourd, avec ici notamment la structure familiale. Vous voyez, 4, 2, 1, c'est-à-dire vous avez en fait un enfant unique qui doit assister ses deux parents et ses quatre grands-parents. Et certains sociologues imaginent que, enfin, démo-sociologues imaginent que, eu égard à l'espérance de vie, on aura même une situation où on aura également les arrière-grands-parents. Donc, ça serait 8, 2, 1. Et donc là, on imagine mal les pauvres enfants uniques. Alors, tout ça, bien sûr, met à l'épreuve la fameuse piété filiale, un xiao, qui est une notion fondamentale en Chine. Vous voyez ici, donc, un enfant à qui la maman lave les pieds. Finalement, après, l'enfant devenu adulte, c'est lui qui lave les pieds à sa maman. Bon, ça, c'est bien sûr un facteur très important de résilience de la société chinoise, sauf que malheureusement, à cause des migrations, etc., des élévations de population, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les nids vides. C'est-à-dire, en fait, les parents restent et les enfants sont partis ailleurs. Ils n'ont plus les moyens d'assister leurs parents. Il y a quand même déjà, vous voyez, 118 millions de personnes, disons, dissociées de leurs enfants. Impact social, mais aussi impact budgétaire. Là, on a ici, en fait, un graphique qui montre quand même le plongeon du déficit, en fait, des pensions, à partir notamment de 2028, avec des sommes considérables. Oui, on est ici à 15 trilliards de yuan. Ça, c'est un document chinois. Voilà. Malheureusement, les tendances les plus récentes ne portent pas à l'optimisme, puisque en 2020, le nombre de naissances a été historiquement bas, avec seulement 10 millions, vous voyez, à comparer à 18 millions en 2016. Alors, en 2019, en fait, le timbre officiel pour l'année du cochon, vous voyez, est très intéressant. C'est-à-dire que là, il y a un changement total de notre stratégie. On n'est plus dans la politique d'enfant unique, on est plutôt dans la promotion de 3 enfants. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle qui est promu, c'est 2 cochons, enfin les 2 parents, et 3 petits cochons. C'est ça. Alors, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'impact pour la population chinoise, à moins, bien sûr, qu'il y ait des incitations fiscales peut-être très puissantes. Et encore. Alors, le modèle de croissance économique, lui aussi, peut-être est amené à être confronté à des facteurs limitants, donc des facteurs de vulnérabilité. Alors, d'abord, la hausse des salaires, qui est quand même très manifeste depuis quelques années. Et on voit ici, et là, on est dans ce qu'on appelle le point de retournement de Lewis, qui est une théorie bien connue, dont d'ailleurs j'avais parlé à Angers il y a quelques mois, de manière plus précise. Et bien sûr, tout ça, je dirais, altère la compétitivité des produits chinois. Alors, bien sûr, les chercheurs chinois se demandent si la Chine a déjà atteint ce point de Lewis, et puis si ça va impacter la croissance. Le deuxième facteur limitant, c'est ce qu'on appelle le middle income trap, c'est-à-dire la trappe des revenus intermédiaires. C'est-à-dire que la Chine, bien sûr, va atteindre bientôt, en 2028, le PIB va dépasser le PIB américain, mais donc en tête d'habitants, on en est très très loin. C'est-à-dire que la Chine, vous voyez, en 2019, on est seulement au 72e rang. Donc, il faudra des décennies et des décennies avant que la Chine, que les Chinois soient plus riches que les Américains. Et donc, en fait, actuellement, la Chine est dans une situation, je dirais, de revenus intermédiaires. Vous voyez, là, bon, on n'est plus dans les revenus bas, on n'est pas encore dans les pays riches, donc on est au milieu. Et c'est justement ce genre de situation qui est un petit peu délicate. Et parfois, il y a des pays qui stagnent dans ce statut, voire qui régressent. Je pense par exemple à l'Argentine. Bon, là, bien sûr, on ne peut pas comparer Argentine et Chine, mais je veux dire que la situation existe. Et d'ailleurs, les Chinois eux-mêmes sont conscients du fait que quand on passe de revenus, vous voyez, moyens à revenus hauts, il y a parfois des risques. Alors, un autre problème, c'est bien sûr la sécurité alimentaire qui est de plus en plus fragilisée, je dirais, par des facteurs divers. Alors là, bien sûr, on se rappelle un ouvrage qui avait fait grand bruit à l'époque d'un Américain, Lester Brown, en 1995,
qui a écrit « Qui nourrira la Chine ?» C'est une question, on sait que la question de la famine est une question qui quand même s'est posée jusqu'en les années 60 en Chine, hein, avec 40 à 50 millions de morts par famine. Donc, ce n'est pas une question fictive du tout. Et vous allez voir que cette question-là est revenue un peu sur le devant de la scène il y a quelques mois. Alors, quels sont les facteurs de fragilisation de ce modèle alimentaire? D'abord, c'est le nombre, enfin, la chute du nombre d'actifs agricoles. Actuellement, on est autour de, vous voyez, de 400 millions d'actifs agricoles, donc de paysans. Et d'ici à peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, on va tomber à 200 millions. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de déprise, pas seulement rurale, mais aussi agricole. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour alimenter les citadins? Et bien sûr, si on va encore au-delà, la question peut être encore plus vertigineuse, je dirais. C'est-à-dire que si un jour, tous les Chinois habitent en ville, qui va nourrir les Chinois? Ça, c'est des questions qui sont quand même fondamentales. Par ailleurs, malheureusement, la demande alimentaire, comme dans tous les pays, augmente. Et on voit ici certains aspects. Vous voyez, par exemple, la demande donc, de viande de bœuf va augmenter. Ça, ce sont des projections. Ça, en 2050, demande de fruits, etc. Demande aussi de produits laitiers. Alors qu'inversement, vous voyez, la demande en céréales, normalement, va baisser. Ça, c'est le fameux modèle de Engel. Par ailleurs, la base agricole, notamment la base, je dirais, donc la base physique, hein, est aussi un petit peu menacée, bien sûr, par l'étalement urbain et industriel, notamment dans la partie Chine orientale, je dirais. Et alors, c'est vrai que si on voit les statistiques officielles de grains, bon, on voit que finalement, la production est assez stable, hein, autour de 660 millions de tonnes. Mais quand même, il y a quelques années, les Chinois, enfin, le gouvernement chinois a institué une fameuse ligne rouge, c'est-à-dire une superficie de terre arable en deçà de laquelle on ne peut pas aller. Et cette limite a été fixée à 1,8 milliard de mous. Autrement dit, un mou, c'est un quinzième d'hectare. Vous voyez ici, vous avez donc en fait, il y a une espèce de réhabilitation de la stratégie d'autosuffisance alimentaire, parce que justement, on peut penser qu'elle n'est pas entièrement assurée. Vous voyez, on retrouve ici ce chiffre, et là, vous avez un paysan qui en fait bloque un projet d'expansion donc industrielle. Et alors, on voit refleurir, je dirais, des slogans qui notamment recommandent instamment que le peuple chinois garde bien entre ses mains fermement son bol de riz. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument que la Chine soit autosuffisante. Ça sont des slogans que, bien sûr, on trouvait à l'époque Mao. Alors, la Chine, pendant plusieurs décennies, avait fait une stratégie inverse qui était plutôt d'importer massivement des produits alimentaires. C'est-à-dire que la Guillaume, Chine je me permets oui, de t'interrompre pour une tout question à fait, relative à la précédente slide. Pourquoi une limite en superficie alors que c'est la production en rendement qui compte en réalité, qui pourrait c'est les alimenter? deux. C'est-à-dire Ouais. que, non, alors, en fait, les rendements en Chine sont quand même arrivés à un niveau d'abord très élevé, et je pense que la marge de progression n'est pas très importante. Mhm. En plus, les meilleures terres en Chine, qui sont essentiellement dans les grandes plaines de la Chine orientale, sont justement menacées par l'urbanisation. Donc, on ne peut pas comme ça, par exemple, dans la province du Guangdong, c'est-à-dire dans le delta de la Verte des Perles, on fait déjà 3 récoltes. On ne peut pas en faire une quatrième. Et c'est justement ces terres-là qui sont les plus productives, qui sont les plus impactées par l'industrialisation, par l'étalement urbain. Donc, la question, je dirais, de la superficie brute est aussi très importante. Parce que si on, bien sûr, si on augmente les rendements, mais enfin, sur une surface qui va être détruite, ça n'a pas grand-chose. Donc, on voit Merci. ici, en fait, oui, la Chine est devenue le premier importateur mondial de produits alimentaires, déjà depuis 2003, je crois. Et elle avait comme ça pensé pouvoir dépendre de certains pays pour justement son alimentation. Cette stratégie est en passe d'être un petit peu corrigée. Tu m'interromps quand tu veux, Victor, hein, s'il y a une question. Voilà. Alors,
en août 2020, Xi Jinping a lancé l'opération assiette vide. C'est-à-dire qu'en fait, il a lutté officiellement contre le gaspillage, qui est effectivement massif en Chine. Mais les observateurs ont vu dans cette annonce un risque, justement. C'est-à-dire que, bon, si Xi Jinping annonce cette opération, c'est que, justement, la question alimentaire, disons, est redevenue cruciale. Et notamment, c'est en relation avec la question des méga inondations de l'été 2020. Alors, vous voyez, bon, comme en Chine, bien sûr, à chaque fois, on crée, enfin, dès qu'il y a un problème, il y a bien sûr des héros qui, voilà. Donc, c'est le héros de l'assiette vide. Vous voyez, c'est toujours, voilà. Alors, autre problème, c'est la question de la dévitalisation des petites villes en milieu rural. C'est-à-dire que il y a quand même bon, beaucoup de Mingongs en fait sont installés maintenant en ville. Et il y a beaucoup de villages où la population a beaucoup baissé. Et on voit sur cette carte donc ce phénomène, notamment à l'échelle des bourgs. Vous voyez, 19 000 sur 39 000. La base physique également est altérée par la question de l'érosion des sols. Hein. On voit ici quelques éléments, notamment dans les collines du sud ici, plateau de Leuze, bassin du Sichuan, et aussi, on le verra, dans le nord. Alors, oui, l'érosion, hein, ce n'est pas une légende. Hein, vous voyez, on a vraiment affaire ici à. Là, enfin, là c'est le rêve de tous les géomorphologues hein, de voir des formes d'érosion pareilles. Vous voyez un peu ces photos incroyables, avec ici des paysans vous voyez, qui cultivent la terre, l'habitat troglodytique. Bon. Et malheureusement, dans ce front pionnier agricole du nord-est chinois, essentiellement donc le Heilongjiang, il y a aussi beaucoup d'érosion dans les terres noires, ce qui d'ailleurs a beaucoup alarmé les autorités centrales. Alors, érosion et aussi pollution des sols, hein, avec une agriculture bien sûr hyper chinisée. Je vous rappelle que la Chine est très largement le premier consommateur mondial d'engrais. Avec, vous voyez, on est passé de 8 millions de tonnes à 60 millions. Et on voit bien ici le côté très atypique de la Chine hein, qui a pulvérisé tous les records mondiaux en termes de surfertilisation. Même si récemment, il y a une petite baisse qu'on peut observer. Mais les sols chinois hein, sont gorgés d'engrais, nitrates, potasse et autres. Vous voyez, à elle toute seule, en fait, la Chine représente à peu près 30% du total de la consommation d'engrais mondiale. Un autre problème, c'est bien sûr que si on se projette un petit peu dans le long terme, la Chine, en fait, possède encore d'immenses réserves de non-durabilité. Ça, c'est inscrit également dans les faits. D'abord parce qu'on a vu le PIB par capita est encore, disons, plutôt bas, assez bas. Donc forcément, il va augmenter. Et vous voyez, là, on a des projections. Alors, la Chine est où? La Chine est ici, en violet. Ben voilà, donc, non, c'est ici. Donc, c'est sûr que le rattrapage du niveau de vie des consommateurs occidentaux va se traduire par des impacts plus lourds. Alors, d'autant plus d'ailleurs qu'entre parenthèses, la consommation américaine, vous voyez, enfin, le PIB par habitant aux États-Unis ne va pas rester instable. Hein. Il y a donc une espèce de course de vitesse hein, entre les États-Unis et la Chine, qui va se traduire par des impacts négatifs en matière de développement durable. Alors, si maintenant on quitte la Chine et on va un petit peu essayer de voir les impacts en dehors de la Chine, c'est-à-dire les impacts de la croissance chinoise sur le reste du monde, parce qu'il y a aussi des problématiques de cet ordre. Alors peut-être avant de passer à ce deuxième grand chapitre, ou troisième en l'occurrence, il y a peut-être des questions qu'on pourrait... Non, il n'y a pas eu de questions. Comme Ok, je les ai bon, posées au fur et à mesure tout à l'heure, il n'y en a pas eu depuis. ah bah, très bien. Donc dans ce cas-là, on va poursuivre tranquillement. Alors, oui, impact de l'émergence de la Chine sur l'environnement de la planète et les marchés des matières premières. Bon, parce que là, vous voyez, c'est important de parler aussi de... Alors, il y a bien sûr les aspects environnementaux, mais il y a aussi les aspects marchés. C'est certain que l'émergence de la Chine bouleverse hein, les marchés mondiaux, d'ailleurs dans des sens parfois contradictoires. On verra. Alors, commençons par voir déjà la pression de la Chine sur l'atmosphère et l'hydrosphère, à la fois, je dirais, globalement, mais aussi parfois à l'échelle, disons, plus locale, enfin, en tout cas macro-régionale.
Bon, on l'a vu notamment dans la première séance. Bon, la Chine, bien sûr, est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. Donc la Chine, bien sûr, contribue très largement au réchauffement climatique mondial. Alors, on voit ici la courbe. Là, c'est exprimé donc en gigatonnes, hein, puisque enfin, oui, c'est en milliers de millions, donc c'est en gigatonnes de CO2. Alors, Xi Jinping, en fait, a dit, voilà, mais la Chine va atteindre son pic en 2030. Mais en fait, ça veut dire que la prochaine décennie, en tout cas les 9 ans qui restent, vont être marqués sans doute par une très forte croissance de ces gaz à effet de serre. C'est-à-dire que peut-être on va atteindre un pic, mais à quel niveau? Si le pic est très élevé, et après qu'il y a un long plateau, si vous voulez, il ne faut pas imaginer qu'il y aura une baisse. On n'est pas encore dans la baisse brutale des gaz à effet de serre en Chine, pas du tout. Alors, vous remarquez que malheureusement, l'Inde, hein, qui est partie un petit peu en retard, commence à petit rattraper le niveau d'émissions chinois, lentement. Mais en fait, d'ailleurs, il y a même des projections, vous voyez, qui pensent qu'en 2100, la première puissance mondiale exprimée en termes de PIB sera l'Inde. Mais ça suppose aussi, bien sûr, tout ça, des impacts massifs, hein, sur la planète et aussi sur l'Inde. Voilà, hein, c'est simplement le rappel des promesses de Xi Jinping. Bon, alors c'est bien sûr une très très bonne nouvelle, hein, que la Chine atteigne son pic, mais comme on vient de voir, c'est pas ça qui va encore signifier, je dirais, leur baisse. Alors, à une échelle beaucoup plus macro-régionale, on va voir que la pollution sévissant au-dessus de la Chine, bien sûr, impacte les pays voisins. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'aspect global de la planète, mais les pays, notamment la Corée, enfin, je dirais la péninsule coréenne, hein, d'ailleurs aussi l'extrême-orient russe. Là, on est du côté du ce qu'on appelle le Primorié russe, avec notamment Vladivostok, et puis le Japon. Alors, c'est très intéressant. Là, vous avez une étude qui a été réalisée par l'administration météorologique coréenne, sud-coréenne, et qui montre en fait que, vous voyez, enfin, qui montre l'origine des tempêtes de sable. Alors, vous voyez, par exemple, c'est principalement le désert de Gobi, qui est en fait à cheval entre la Chine et un pays populaire de Mongolie. Nord-est chinois, vous voyez, le plateau de l'Eus minoritairement. Voilà. Donc, tout ça converge malheureusement vers la péninsule coréenne. Ici, vous avez donc, on voit ici, vous voyez, attendez, voilà, la Chine ici, le Shandong et la Corée. Donc, on voit bien qu'en fait, dès qu'il y a une grosse pollution au-dessus de la Chine du Nord, et d'ailleurs pas que du Nord, puisque là, on est vraiment, c'est quasiment l'ensemble, et bien sûr, toute la péninsule coréenne, je dirais, y a droit, si on peut dire. Vous voyez, là, c'est un document assez récent qui vient d'un quotidien en fait, bon, de Taïwan, mais ça concerne donc la Corée, et qui montre que 80% de la pollution hivernale en Corée vient de Chine. Et régulièrement, on a aussi à Séoul des alertes rouges au smog, au PM.2, etc. C'est le cas également, bien sûr, de Tokyo. Là, on est un peu plus loin. Mais vous voyez, il n'y a pas. Alors, c'est une photo qui a été prise en 2013, mais il y a quelques semaines, hein, il y a eu aussi un cas assez important. Vous voyez, ça, c'est une tempête de poussière, enfin de sable et de poussière qui impacte Tokyo. Alors, d'ailleurs, quand on a affaire à des pluies acides, c'est-à-dire quand il pleut parallèlement, eh bien sûr, il y a aussi des pluies acides qui retombent sur le Japon. Et les Japonais considèrent comment dire, que le palais impérial de Tokyo est altéré par des pluies acides made in China. Alors,
un peu plus loin, bon, je ne les ai pas cités, mais on pourrait aussi donc en parler. Une partie de la pollution qui est en Chine, en fait, se déplace bien sûr d'ouest en est et franchit souvent le Pacifique et retombe en partie en Californie. Et vous avez des pêcheurs, enfin, des associations de pêcheurs californiens qui se plaignent que les saumons qu'ils pêchent dans les rivières de la Sierra Nevada ou autres sont intoxiqués au mercure atmosphérique venant de Chine. Ouais. Il y a même d'ailleurs une partie de la perte de visibilité des grands parcs naturels de l'Ouest américain qui serait donc imputable aussi à la pollution disons, épisodique, bien sûr, ce n'est pas tous les jours, hein, venant de la Chine. En fait, là, on est dans l'hémisphère nord, donc en fait, la circulation aérologique est toujours d'ouest en est, et il y a une étude assez incroyable qui a montré il y a quelques années qu'on avait retrouvé en fait du sable du désert du Taklamakan, donc au Xinjiang, au sommet des Alpes. Donc, ça veut dire que là, vous avez une partie de ces sédiments, en fait, hein, qui est pulvérisée, je dirais, dans la très haute atmosphère et qui retombe eh ben, après avoir franchi l'océan Pacifique, le continent nord-américain, l'Atlantique et une partie de l'Europe. Ça vous montre là l'existence de phénomènes de pollution. Bon, là, quand on parle de sable, ce n'est pas de la pollution forcément, mais ça peut être de la pollution à très longue distance. J'ai une nouvelle question. Donc, cette exportation de la pollution ne risque-t-elle pas de monter ses voisins contre la Chine et d'avoir des conséquences diplomatiques voire politiques? On en parlait un petit peu avec les baraques, Ouais. notamment la dernière fois. Ah, tout à fait. Alors, effectivement, d'ailleurs, cette question-là, alors comment dire, donc le Japon et la Corée du Sud se sont associés pour faire des démarches auprès de la Chine pour que la Chine limite, bien sûr, sa pollution. Et quelque part aussi, le Japon, qui est quand même beaucoup sous pression à cause de ses comportements, bien sûr, extrêmement mauvais pendant la Seconde Guerre mondiale, se sert de ces questions climatiques, de ça, voilà, pour essayer un peu de renverser le propos, et, enfin, donc la charge de la preuve quelque part, et de se poser comme victime. Vous voyez, elle qui était bourreau quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale, et là, quelque part, à l'occasion de cette pollution, elle se transforme en victime. Et donc, elle met la pression sur la Chine. Bon, ça, c'est... Et une autre question, la Chine essaie-t-elle de développer une agriculture biologique? On a peut-être vu ça dans les Oui. précédentes. Alors, on en a parlé de manière extrêmement... Hmm. Bon, alors, non, non, mais de toute façon, en Chine, il y a bien sûr des produits bio en Chine. De toute façon, tout existe en Chine. La question, c'est avec quelle proportion? C'est-à-dire que tous les phénomènes existent, parce que la Chine est un pays extrêmement grand, il y a beaucoup de monde, etc., plein d'expériences, beaucoup d'initiatives locales. Après, la question, c'est quel est le poids statistique des expériences? C'est ça la question. Donc, évidemment, il y a du bio, mais actuellement, statistiquement parlant, ce n'est pas significatif. Très bien, merci Guillaume. Alors, il y a aussi une question, là on passe, je dirais, de l'atmosphère à l'hydrosphère, hein, donc la question de l'eau. Alors, c'est vrai que la Chine manque d'eau. Alors, bien sûr, ils s'arrangent pour déplacer l'eau d'un territoire à un autre, on l'a vu l'autre fois, avec notamment le transfert des eaux du Yangtze vers, enfin, une partie des eaux du Yangtze vers le nord. Mais il y a aussi des projets d'ailleurs de transférer une partie des eaux du Brahmapoutre, donc du Tibet vers le Xinjiang. Mais vous voyez, les autorités de Lanzhou, donc au Gansu, envisagent carrément de prendre l'eau du Baïkal. Bon, c'est que le Baïkal, c'est quand même le principal réservoir d'eau douce de la planète. Et donc, c'est-à-dire que pour eux, voilà, il y a des ressources, la Chine a des besoins, donc on va prendre la ressource. Enfin, on va s'arranger pour prendre la ressource. Ouais. Ça vous montre quand même un petit peu, je dirais, à la fois le côté un peu désespéré de cette course aux ressources, notamment l'eau qui est une ressource vitale, et en même temps, bon, bien sûr, un peu l'égoïsme quelque part aussi. Hein. C'est-à-dire que bon, la Chine est confrontée à des problèmes très importants, parfois vitaux, et donc ils n'hésitent pas à envisager des opérations qui, bien sûr, sur le plan environnemental global, seraient une catastrophe.
Alors après, est-ce que ça va se faire? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, d'ores et déjà, sans même importer directement de l'eau, la Chine est importatrice d'eau virtuelle. Alors, c'est quoi l'eau virtuelle? Ben, c'est l'eau, en fait, qui a, par exemple, quand la Chine importe du soja, indirectement, elle importe l'eau qui a servi à faire pousser ce soja, par exemple, au Brésil. Vous voyez, et elle économise l'eau qu'elle aurait dû utiliser si elle avait dû cultiver ce soja chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'eau virtuelle. Et en l'occurrence, en termes statistiques, ce n'est pas du tout virtuel, parce que vous voyez, on a quand même l'équivalent de 300 milliards de mètres cubes par an, à travers les importations, notamment de produits, enfin de denrées agricoles. Autrement dit, la Chine, quelque part, pour économiser ses propres ressources en eau qui sont très limitées, eh bien, elle va exploiter indirectement celles des autres. Vous voyez comment ça fonctionne? Et vous allez voir que ce mécanisme-là, elle va le reproduire dans beaucoup d'autres ressources. Et on voit ici que, alors, il y a toute une série de, ça c'est un courant de recherche très actif hein, sur la question de l'eau virtuelle, parce que bien sûr c'est une question qui se pose à très grande échelle. Et vous voyez qu'en plus ça augmente très régulièrement, et c'est encore plus le cas plus tard. Vous voyez, ça correspond à peu près à 7% de l'utilisation de l'eau en Chine. Et mais si on poursuit les tendances, hein, peut-être que ça va arriver à 15%, 20%. Vous voyez, là, on est quand même dans des échelles très importantes. Et donc, ça m'amène directement à aborder la question des ressources hein, agricoles. Donc, la pression de la Chine sur les ressources agricoles, sylvicoles, halieutiques et foncières. Peut-être une question avant de Ouais, passer à cette étape-là. Donc, ouais. donc c'est FinTech qui dit j'ai appris que le PIB par habitant de Chine est de 72e mondial. Et il voulait savoir quelle sera sa position sur l'émission de CO2 par habitant, si tu avais ces chiffres-là en tête. Alors, on a déjà parlé, c'est assez bas. Je crois que c'est pas très important. Je crois que c'est 3 hectares par hectare et par an. Enfin, là, je parle de l'empreinte écologique. Oui, c'est ça. C'est donc le CO2 par personne et par an, c'est pas très élevé. Beaucoup moins élevé, par exemple, que l'Australie, hein, qui est recordman mondial, même inférieur à, bien sûr, aux États-Unis, même à l'Allemagne, par exemple. Donc, effectivement, la Chine, et on l'avait dit, je crois, une fois dernière, n'est pas un gros émetteur à échelle individuelle. Mais comme il y a beaucoup de Chinois, forcément, ça fait une grosse émission globale. Super, merci. Ouais. Alors, en fait, la Chine, bon, on parle beaucoup des exportations chinoises, hein, du Made in China, mais la Chine est aussi un très grand importateur mondial, donc, notamment de ressources, des ressources dans tous les domaines, agricoles, hein, donc voilà, les produits alimentaires, du bois, des produits de la pêche, et on verra aussi plus tard des produits miniers. Alors, cette importation massive de ressources, elle n'est pas facile à interpréter. En tout cas, il y a pas mal de contresens parfois, ou disons d'interprétations un petit peu biaisées. Alors, évidemment, si on importe, c'est qu'on n'a pas la ressource. Donc, c'est une contrainte. C'est-à-dire que si on devait importer trop, on serait dépendant. Donc, ça, c'est un problème négatif. Mais dans certains domaines, la Chine a choisi l'importation. C'est-à-dire qu'elle préfère importer certains produits plutôt que de les cultiver sur place. On verra que c'est le cas notamment du soja. Parce qu'ils considèrent que c'est plus intelligent et surtout ça dégage plus de valeur ajoutée de consacrer le peu de terre qu'ils ont à l'expansion urbaine et industrielle, par exemple. Vous voyez, ça dégage plus de valeur ajoutée de consacrer 1 hectare de terrain à la ville plutôt qu'à un champ de soja. Donc ça, c'est cohérent, c'est rationnel. Après, il y a aussi une autre interprétation qui veut que la Chine, finalement, et on verra que c'est souvent le cas, la Chine exporte sa crise écologique. C'est-à-dire que la Chine préserve ses propres ressources et exploite celles des autres. Et là, on est dans une logique, je dirais, plutôt prédatrice,
Alors, pour certains observateurs, les fameuses nouvelles routes de la soie, ça sert aussi à ça. Ce sont des routes, en fait, des vecteurs de drainage des ressources des autres pays et bien sûr aussi des marchés. Là, on est dans une logique, je dirais, enfin, on serait dans une logique, c'est une interprétation parmi d'autres, plutôt néo-impérialiste. Après, évidemment, cette logique néo-impérialiste profite aussi aux pays exportateurs de ressources. Donc, évidemment, pour les pays, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, l'exportation de denrées, enfin, de matières premières vers la Chine est une opportunité de croissance. Et d'autant plus d'ailleurs que la demande chinoise a fait beaucoup monter les prix, enfin, je veux dire les cours mondiaux de ces matières premières, et donc des pays comme l'Argentine, par exemple, ont beaucoup bénéficié des exportations de soja vers la Chine, par exemple. C'est ce qui a permis en partie de renflouer les caisses du pays. Il y a eu ce qu'on appelle un super cycle donc des matières premières alimentées par la demande chinoise. Après, on peut aussi, bien sûr, on peut comme ça toujours faire la dialectique infinie. C'est-à-dire qu'on peut aussi considérer que le fait qu'un pays, par exemple, exporte massivement vers la Chine, ça le rend dépendant de la Chine, politiquement parlant, je veux dire. Donc, tout ça est complexe et lié à cette demande chinoise. Alors, on va essayer un peu de montrer tout ça à travers d'abord les ressources agricoles, à moins qu'il y ait une question. On avait une question effectivement sur un... Du coup, on remonte un petit peu. C'est l'eau est largement consommée par l'industrie, donc la construction, etc. Ralentir l'industrie permettrait théoriquement de rallouer l'eau à l'agriculture, non? Alors, le principal consommateur d'eau en Chine, comme d'ailleurs dans le reste du monde, ce n'est pas l'industrie, c'est l'agriculture. Irriguer. Donc, c'est l'irrigation, la grande source de consommation. J'ai une autre question. Donc, qu'en est-il des politiques d'autarcie en rapport à ces importations? Des politiques d'autarcie. Hmm. Je ne sais pas si vous Non, pouvez préciser un peu votre question, ouais, non, plurialité. non. Il y a une politique plutôt d'autosuffisance, Hmm. mais pas d'autarcie. La Chine n'est pas autarcique. D'ailleurs, elle ne pourrait pas se le permettre, parce que la Chine n'a pas assez de ressources pour faire fonctionner sa machine économique. Mais c'est sûr que la Chine cherche au maximum d'être autosuffisante, mais parfois, elle préfère ne pas être autosuffisante. On verra. C'est le cas typiquement du soja, justement. C'est ça, pour ne pas dépendre des autres pays, hein, précise. Oui, mais parfois, elle accepte une dépendance pour un bienfait supérieur sur un autre plan. Par exemple, elle préfère acheter du soja à l'étranger plutôt que de le cultiver sur son propre sol. Pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, qui est qu'effectivement, la terre est rare, donc il vaut mieux comment dire, qu'elle génère davantage de valeur ajoutée. Et ce n'est pas en cultivant des denrées alimentaires, sauf celles qui sont bien sûr nécessaires et vitales, comme les céréales, mais tout ce qui n'est pas céréales est facultatif. Vous voyez. Ok, super, je te remercie. Alors, un cas d'école, je dirais, un cas tout à fait emblématique, c'est le soja. Alors, bien sûr, on connaît toute l'histoire du soja, et c'est intimement lié donc à la Chine. D'ailleurs, dans les années 30, il y a un chercheur japonais qui a considéré que le soja était né en Chine, notamment dans le nord-est chinois, donc l'ex-Mandchourie, si vous voulez. Des chercheurs d'ailleurs chinois plus récemment ont confirmé cette théorie. Autrement dit, le berceau du soja dans le monde, c'est la Chine, le nord-est de la Chine. Par ailleurs, bien sûr, on connaît tout le tofu, tous les produits à base de soja. Bon, bref. Alors, la Chine, en fait, a une situation un peu particulière en matière de soja, c'est-à-dire que c'est à la fois le premier producteur mondial, le premier consommateur mondial et le premier importateur mondial. Alors ici, vous avez un graphique qui vous... Alors oui, ici, la production, c'est en jaune. Vous voyez, pendant très longtemps, on tournait autour de 10 millions de tonnes à peu près. Enfin, là, je parle à la louche. Bon, alors c'est un peu augmenté, ça a baissé récemment. En fait, maintenant, ça a remonté un petit peu. Bon, grosso modo, la Chine cultive du soja, essentiellement d'ailleurs dans la province du Heilongjiang,
nord-est chinois, donc voilà, et puis un petit peu aussi, enfin même beaucoup, en Mongolie intérieure. Mais à un moment donné, elle a considéré que autant il était impératif d'être autosuffisante en matière céréalière, autant c'était donc facultatif pour le plan, enfin, sur le plan du soja. Et donc à partir des années 2000, vous voyez, là, en fait, ils ont commencé à importer très massivement du soja. Donc ce qu'on appelle des tourteaux de soja. Alors, ce n'est pas tellement pour faire du tofu, hein, ce n'est pas pour faire des superbes plats chinois, c'est plutôt pour nourrir donc les animaux domestiques, notamment le cochon. Donc en fait, l'importation de soja, de tourteaux de soja, c'est principalement pour nourrir les élevages hyper-industriels porcins, enfin, ou les élevages porcins hyper-industriels. Voilà. Alors, le chiffre, quand même, est absolument considérable, puisque vous voyez, on a 88 millions de tonnes. Donc, ça, c'est quand même une importation massive. Et alors, bien sûr, qui rend très heureux, je dirais, les pays qui sont exportateurs, Argentine, États-Unis d'ailleurs aussi, Uruguay, Brésil, mais qui pose problème, on va le voir, sur le plan environnemental. Bon, là, confirmation, vous voyez, avec cette montée en puissance considérable des tonnages importés. Et alors, évidemment, le problème se pose notamment dans un pays comme le Brésil, puisque une partie de la déforestation de la forêt amazonienne serait imputable aux nouvelles plantations de soja. Voilà. C'est là que, vous voyez, indirectement, le soja, en fait, pose un problème à la planète. Alors, en plus, bon, il y a aussi un aspect, je dirais, social, puisque tout ça se traduit également par le déplacement, enfin, l'éviction, donc le déplacement forcé de pas mal de petits paysans au Brésil, pour justement constituer ces grands périmètres de soja qui appartiennent à des grandes entreprises brésiliennes ou américaines d'ailleurs, d'agribusiness. Alors, il en va un petit peu de même pour la question du bois. C'est un petit peu la même enfin, une logique qui n'est pas tout à fait identique, mais qui est proche. C'est-à-dire qu'en fait, en 1998, la Chine a connu des très graves inondations du Yangtze. Et ces inondations, d'ailleurs, qui ont bien sûr très lourdement impacté Wuhan, etc., euh, comment dire, ont été imputées à la déforestation du bassin versant. C'est-à-dire, on a dit, voilà, ah, c'est parce qu'on avait trop coupé les arbres, on avait trop défriché le bassin versant amont, que justement, on a eu ces inondations catastrophiques. Donc, à partir de ce moment-là, la Chine s'est mise à conserver et à protéger ses forêts. Mais, je dirais, y compris les forêts du nord-est chinois, qui en fait était le pôle principal, le pôle d'exploitation forestière principal. Et donc, comme parallèlement, la Chine a besoin de bois pour son industrie de meubles, pâte à papier et de bois de construction, etc., elle s'est mise à importer massivement du bois d'autres pays. Et on voit ici, vous voyez, la progression. Alors, les statistiques évoquent trois catégories. Alors, il y a ce qu'on appelle d'abord les grumes. Autrement dit, c'est les troncs d'arbres. Vous voyez, on a coupé les racines, on a coupé la tête de l'arbre, les branches, et on n'a plus que des troncs d'arbres. Et bien ici, l'explosion entre l'an 2000 et 2018 du volume d'importation de grumes, le bois scié, pareil, multiplication par 10, et puis donc le plus de papier. Donc la Chine est devenue très largement le premier importateur mondial de produits forestiers, avec une somme aussi considérable, 40 milliards de dollars. Donc là, vous avez une pression très importante sur les ressources forestières de la planète. Et
cette pression, bien sûr, ne va pas se relâcher. Là, il y a un article il y a quelques années qui, vous voyez, quels sont les pays qui vont bien pouvoir satisfaire cette demande de bois de la part de la Chine. Et vous avez ici une étude australienne qui vous montre en fait, vous voyez, le déficit de bois de la Chine hein, qui est appelé à augmenter considérablement, disons, d'ici à 2027, mais bien sûr aussi au-delà. Alors, d'où vient le bois importé en Chine? Il vient principalement de Russie. Principalement de Russie. Alors, vous voyez ici la cour, là, c'est exprimé en valeur et non pas en mètres cubes. Et on a donc plus de 6 milliards de dollars officiellement hein, de bois importé donc, de la Russie, essentiellement donc des résineux, notamment des pins de Dahurie. Hein, des pins, là, c'est toute la forêt sibérienne vous voyez, qui est impactée par ce genre de commerce. Et là, vous avez une photo prise à Soaefenra, donc au Heilongjiang, une ville frontière avec la Russie. On voit ces convois ferroviaires énormes hein, de bois qui vient de la Russie. En fait, moi, j'avais participé à une conférence en 2016 à Pékin, dans le grand centre d'exposition de Pékin. Et il y avait, bon, c'était un congrès de géographie, et il y avait des Russes notamment qui étaient là et qui ont montré, images satellites à l'appui, que justement les nouvelles routes de la soie, qui bien sûr concernent aussi la Russie, avaient lourdement impacté, je dirais, la forêt sibérienne. Hein, et se plaignaient justement de ce trafic considérable à destination de la Chine. D'autant plus qu'une partie du trafic, en fait, échappe largement aux statistiques. C'est aussi d'ailleurs le cas surtout des pays, enfin, je dirais du bois tropical, parce que là, on est aussi dans des bois tropicaux en termes d'importation. Vous voyez, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, donc il y a l'Asie, bien sûr la Chine, enfin pardon, l'Afrique, hein, essentiellement. Et alors, là, vous avez un document qui est d'une ONG qui s'appelle Global Witness et qui vous montre en fait que, vous voyez, il y a des pays en fait qui respectent très peu les lois en matière justement sylvicole. C'est-à-dire que l'exploitation de la forêt est en général très peu durable. Et donc tout ça, bien sûr, occasionne des ravages sur le plan forestier. Alors notamment, par exemple, en Indonésie, une partie de la forêt primaire serait impactée par ces importations. Alors, il y a notamment une étude, je vous renvoie une étude faite en 2012, vous voyez, sur surtout le trafic, je dirais, illégal hein, de bois à destination de la Chine. Alors à ce sujet-là, j'ai une question, oui. Guillaume. Donc, observe-t-on une prise de conscience à ce niveau, enfin, au niveau individuel, ralentissement éco, pollution, voire des initiatives concrètes au niveau local, autonomie alimentaire par exemple, est-ce négligeable ou est-ce une tendance nouvelle à suivre? Comment est-ce perçu par le gouvernement, si c'est le cas? Je n'ai pas compris ta question, excuse-moi, tu pourrais la répéter Pardon. Donc, observe-t-on une non, prise de conscience au niveau individuel, donc ralentissement des économies de tout ça, des pollutions, voire des initiatives concrètes au niveau local? Donc, est-ce une tendance ouais. Oui, non, mais là je dirais que la question en Chine, elle n'est pas psychologique, elle n'est pas non plus individuelle. C'est-à-dire que la Chine est un pays énorme. Donc, même si les gens prennent conscience, ils ont conscience, ce n'est pas la question. Simplement, il y a aussi des demandes. C'est-à-dire que les gens sont divisés. C'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent très bien être conscients des enjeux, mais par ailleurs, être des consommateurs. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes aussi, tout le monde. Sauf que là, c'est à l'échelle d'un pays d'1,4 milliard de personnes. Donc, bien sûr qu'il y a des initiatives locales, des expériences, ça et là, bien sûr, plein. Mais ce n'est pas la question, je dirais. C'est-à-dire que la question, c'est l'échelle des phénomènes. Ce n'est pas le fait que le phénomène existe, c'est leur échelle. Mais bien sûr, on peut citer plein d'initiatives locales, des gens, bon, d'ailleurs, on en a parlé, des héros de l'environnement, des militants, etc., de la prise de conscience. Bon, oui, d'accord.
Mais simplement, après, si vous voulez acheter un appartement en Chine et que vous voulez du parquet, bah, vous allez devoir acheter du bois. Donc, c'est ça la question. Ce n'est pas une question psychologique, ni même idéologique, je dirais. Hmm. Ok, super, je te remercie. Ouais, j'en prie. Donc voilà, alors les principales sources des importations de bois illégales, enfin en tout cas considérées comme étant illégales, c'est plutôt l'Asie en fait, hein, notamment les pays comme le Laos, alors la Birmanie aussi, que je voulais citer d'ailleurs, avec notamment le teck. Hein, il y a beaucoup de trafic avec la junte militaire birmane au niveau du teck, hein, dont la Birmanie, je crois, est le premier producteur mondial. Et puis, bon, mais sur pas mal de pays africains, enfin certains pays africains qui apparaissent ici, plus le Brésil. Alors, le Brésil, en fait, aurait trouvé une parade à la déforestation. Maintenant, il y a un flux assez intéressant, plutôt de bois d'eucalyptus. Hein, c'est que la Chine, enfin, le Brésil est un grand pays producteur donc d'eucalyptus. Et donc là, on n'est pas dans la forêt amazonienne, on est dans des forêts, je dirais, artificielles. Donc, ça permettrait de pallier, je dirais, au moins marginal, enfin, au moins minoritairement, la question de la déforestation de la grande forêt amazonienne. Alors, pour bizarre que ça puisse paraître, la Chine aussi importe du chêne français, du chêne de chez nous. Ah, alors ça, c'est un phénomène qui est intervenu, notamment, alors bien sûr, à l'échelle de la planète, la France n'est pas un très grand pays exportateur de bois, hein, même si la forêt française n'a jamais été aussi vaste que maintenant. Mais depuis la tempête, je crois, de 99, c'est ça, si mes souvenirs sont bons, il y a eu en fait beaucoup donc de bois qui a été abattu par le vent. Et donc, l'ONF, notamment, l'Office national des forêts, avait trop de bois sur les bras, si on peut dire. Et donc, ils sont adressés à différents importateurs possibles, dont les Chinois. Et la Chine a découvert l'existence de stocks de bois, pas cher en plus, hein, ce qui ne gâte rien, en France. Et puis, ils ont dit, bah, tiens, finalement, la France, elle a notamment un bois assez rare, qui est le chêne. Sachant que la France est l'un des trois principaux producteurs mondiaux de chêne. Et le chêne, c'est un bois très dur et qui sert notamment au parquet. Et donc, vous voyez ici une annonce de France 3, 2018, hein, donc il n'y a pas très longtemps, razzia chinoise sur le chêne français. Alors, c'est très intéressant parce que ici, vous avez donc des achats effectivement qui ont explosé, hein, de chêne français et qui bouleversent, je dirais, toute la filière bois en France. Alors, bien sûr, les propriétaires forestiers privés, parce que la forêt en France elle est essentiellement privée, se frottent les mains. Ils sont très contents, hein, de vendre leur bois beaucoup plus cher qu'avant, parce que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher. Inversement, ceux qui font grise mine, ce sont les scieurs, hein, ceux qui scient le bois, qui étaient eux habitués à payer très peu cher leur bois. Voilà. Et donc, il y a une espèce de conflit d'acteurs, hein, qui est généré, qui est plutôt aggravé encore par ces importations de chêne. Là, c'est un sujet qui a beaucoup agité le milieu professionnel du bois il y a quelques années et encore maintenant. Alors, dans un autre registre, il y a la question de la pêche, notamment les ressources halieutiques, ce qu'on appelle les ressources halieutiques. Alors là, je ne parle pas de la pêche. Alors, vous savez qu'en fait, une bonne partie des produits de la pêche en Chine, c'est lié à l'aquaculture, hein, au bassin aquacole. Dans les mers bordières de la Chine, il y a très peu maintenant de ressources. Ils ont quasiment tout. Il y a eu vraiment une espèce de surpêche généralisée. Et donc maintenant, les Chinois, la flotte de pêche chinoise s'aventure dans des océans très lointains. Et donc, vous voyez ici la progression. Vous voyez, en 85, il y avait très peu de flottes comme ça à longue distance. Et maintenant, on serait à peu près à 3000. Et bien sûr, cette flotte, alors 3000, bien sûr, estimation sans doute assez sous-estimée. Cette flotte, en fait, écume les mers du globe à la recherche de poissons. Vous voyez ici, alors c'est quand même des prises quand même d'un gros tonnage, vous voyez, 18 millions de tonnes, à comparer par exemple, vous voyez, Union européenne, 5 millions, États-Unis, 4.
Alors, les navires hauturiers, comme on dit, chinois, notamment, vous voyez, ont des campagnes de pêche au large de l'Amérique latine. Alors, certains, ici, exploitent les eaux au large de l'Argentine. Là, on n'est pas très loin des Falklands, hein, rappelez-vous. D'autres, au contraire, vont plutôt au large du Pérou et de l'Équateur. Alors là, ils pêchent notamment les poulpes, les encornets, etc. Et puis les requins, on verra, on en reparlera. Voilà. Avec parfois des intrusions dans les eaux territoriales. Alors ici, c'est en Argentine, vous voyez, en 2018, hein, il n'y a pas très longtemps, vous avez un soldat argentin qui tire sur un navire de pêche chinois. Il y a donc en 2020, vous voyez, vous avez des navires chinois qui ont été pris en train de pêcher dans les eaux au large des Galapagos, qui est une réserve naturelle mondiale. Alors, ça fait bien sûr l'actualité dans les médias équatoriens, et même en fait des manifestations en Équateur se sont élevées. Vous voyez, quelle honte la Chine, etc. Donc, ils dénoncent en fait cette logique prédatrice hein, sur leurs propres ressources. Au Chili, pareil, vous avez une flotte ici de bateaux alors là, qui ne sont pas vraiment engagés dans les eaux territoriales chiliennes. Enfin, il y a quand même un risque qui a été considéré comme relativement sérieux. Et alors, d'image incroyable, là, nous sommes en Corée du Sud. Nous sommes donc en 2017 et une flottille de bateaux de pêche chinois ont pénétré dans les eaux territoriales sud-coréennes à la recherche de crabes bleus. Et pour ne pas se faire prendre par la marine sud-coréenne, ils ont fait bloc. Vous voyez. Oui, c'est quand même très, très étonnant, ça. Oui, donc des pratiques quand même qui sont dénoncées par les ONG, évidemment, et par les pays concernés. Là, on a affaire, bien sûr, à une pêche qui est illégale. Alors, il y a aussi un sujet très brûlant, je dirais, qui est la question des ressources foncières. Est-ce que la Chine achète des terres bien sûr arables, hein, des terres cultivables, à l'étranger, et notamment en Afrique? Alors, ça, c'est un sujet de littérature scientifique très, très fécond. C'est ce qu'on appelle le land grabbing, ou bien land grab, donc accaparement des terres. Donc déjà, vous voyez, le terme est déjà une dénonciation en tant que tel. Alors la question, c'est est-ce que c'est un mythe ou bien est une réalité? Il y a tout un débat autour de ça, que bien sûr, je me garderai bien de trancher. Alors, il y a toute une campagne de presse contre la Chine, et on verra, et après, pour rester objectif, je montrerai bien sûr le pendant qui est contraire, défend la Chine. Bon. Alors, ça, c'est la campagne de presse hostile à la Chine. Vous voyez, en fait, on voit un Chinois qui achète des terres, donc à un paysan africain qui se plaint, il n'est pas content. Certains considèrent que la Chine pourrait devenir le nouveau bol de riz de la Chine. Enfin, l'Afrique, vous voyez, pourrait devenir le nouveau bol de riz de la Chine. Alors là, vous voyez, là, on est clairement plus dans l'émotionnel, c'est-à-dire que comme si les Chinois, entre autres, parce que vous voyez, il y a d'autres mains ici que la main chinoise, vous voyez, ils enlèvent la peau. La terre, c'est un peu la peau du continent africain. Alors, bien sûr, face à cette propagande anti-chinoise, la propagande chinoise a lancé la contre-offensive et il parle, ben oui, mais là, on est dans le China bashing. Voilà, vous voyez, en fait, là, bon, sur un mode d'ailleurs assez soft, on dit, ben voilà, finalement, tout ça n'est qu'une rumeur. Vous voyez, vous avez l'oncle Sam, enfin, aux États-Unis, là, c'est bien sûr China Daily, hein, donc presse officielle chinoise, voilà, qui dénonce en fait les Chinois. Mais à tort, hein, à tort. Alors, au niveau de la recherche, en fait, c'est une question qui est difficile à trancher. D'abord parce que sur le plan statistique, alors, il y a deux bases de données qui, en fait, recensent une partie des contrats hein, portant sur, justement, des achats de terres. Alors, vous voyez, par exemple, la base de données Grain, et on voit très bien que
2008, 2012, 2016. Vous voyez, même celle de 2016 ne porte que sur même pas 500 contrats. Alors, le concurrent, enfin, ou plutôt enfin, une autre base de données, c'est Landmatrix. Là, on est sur 1100 contrats. Bon, ces contrats montrent que, bien sûr, la Chine achète des terres. Enfin, il y a des entreprises chinoises, d'État ou privées, ou même des individus, à titre personnel, qui achètent des terres en Chine, enfin, pardon, en Afrique, ça c'est sûr. C'est un phénomène qui existe. Bien sûr, la Chine n'est pas seule. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays comme l'Inde, les pays du Golfe, par exemple, achètent énormément de terres arables en Afrique, les pays européens aussi, les Hollandais, les Français, les Allemands, etc. Et tout le monde s'y met. C'est-à-dire, il n'y a pas que la Chine, mais il y a la Chine aussi. Moi, je suis allé en Tanzanie il y a quelques années. Effectivement, j'ai vu des très grands périmètres, notamment plantés en canne à sucre et autres, qui appartenaient à des intérêts chinois. Donc, ce n'est pas du tout une légende. Mais, je veux dire, c'est un phénomène parmi d'autres. Alors, il y a une chercheuse allemande, Deborah Bräutigam, qui a fait un ouvrage assez documenté sur cette question, et qui pose la question fondamentale, est-ce que l'Afrique va nourrir la Chine? Et à partir d'enquêtes de terrain assez fouillées, d'enquêtes assez minutieuses, de dépouillements d'articles et autres, eh ben, elle arrive aussi à une vision assez nuancée, hein, sur ce phénomène. Alors, ce qui est certain aussi, c'est que quand même, l'achat de terres à l'étranger est une politique officielle, c'est-à-dire c'est une stratégie du gouvernement chinois, ça c'est sûr. Ce qu'on appelle overseas farming. Donc, enfin, en fait, le gouvernement chinois encourage ce genre de pratique pour des raisons de sécurisation alimentaire. En parlant de pratiques autorisées par le gouvernement, j'avais une question sur notamment les pêches illégales. Est-ce qu'elles sont combattues et punies par le gouvernement chinois? J'en doute fort. Je pense qu'il y a. Alors, on verra d'ailleurs aussi avec la question du trafic d'animaux sauvages. Bien sûr, la Chine agit, mais il y a aussi pas mal de gesticulations politiques qui parfois n'enlèvent pas le trafic, en fait, ne suppriment pas le trafic. Alors, les destinations, alors, il y a des phénomènes avérés, notamment au Cambodge, au Laos. Hein. Il y a mon collègue et ami Eric Motet qui a beaucoup étudié notamment les investissements agricoles chinois au Laos, dans les VA, etc. Ça, c'est des phénomènes qui sont assez massifs à la frontière sino-laotienne, par exemple. En Afrique, bon, dans certains pays, notamment la Zambie. Alors la Zambie, qui est une espèce de colonie chinoise, en fait, hein, puisqu'ils ont ils ont raflé tous les intérêts dans le cuivre, notamment dans la Copper Belt. Eh ben, ils ont aussi, ils ont ensuite une main basse sur pas mal de périmètres agricoles. Donc la Zambie, en fait, est un des piliers, je dirais, de cette Chine-Afrique, en fait. On parle de Chine-Afrique. Alors, la Tanzanie, qui est un autre allié historique de la Chine, rappelez-vous comment dire, donc la voie ferrée entre la Zambie et la Tanzanie, hein, le fameux Tazara, Tanzanie Zambia Railway. Et puis même en Ukraine, la Chine, enfin, des entreprises chinoises achètent beaucoup de terres en Ukraine. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, il y a aussi beaucoup d'intérêts français. Et même, on va voir, en France. Ah, voilà, enfin, restons pour l'instant au niveau global. Alors, vous voyez, 2008, là, c'est un petit peu ancien, mais on a du mal à actualiser les données, hein, mais bon, on voit quand même des tendances assez significatives. Alors, vous voyez ici, là, on a par exemple la Chine, en République démocratique du Congo, Mozambique, Zambie, vous voyez, et puis alors, la Tanzanie n'apparaît pas. Si, si, elle apparaît ici, voilà. Mais vous voyez, il y a aussi l'Arabie Saoudite, il y a aussi l'Allemagne, l'Inde, la Corée, les États-Unis. Alors, il n'y a pas la France, mais à mon avis, c'est un oubli. Voilà, c'est peut-être plutôt de l'Afrique francophone, mais pas que, à mon avis. Alors, le plus fort, c'est qu'il y a aussi eu des achats de terres en France.
Alors moi, j'habite actuellement près d'Orléans. Et donc, évidemment, quand on a appris que dans le Berry, donc vers Châteauroux, une entreprise chinoise avait racheté 2300 hectares, je peux vous dire, ça a fait grand bruit. Alors, on connaissait déjà les achats chinois dans le vignoble, bordelais enfin, entre autres. Mais là, que les Chinois achètent des terres à blé, ça paraissait quand même incroyable. Alors, localement, la presse, bien sûr, s'est déchaînée contre ces investissements. Et vous voyez ici, vous voyez le drapeau chinois, enfin, la terre est colorée, enfin, elle devient un drapeau chinois. Euh, alors, 2300 hectares, bah, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça correspondait, je crois, à 5 fermes, environ 5 fermes. Hein. Alors, bien sûr, les paysans berrichons, il ne faut pas non plus être naïf, hein, ils ont vendu à prix d'or leur terrain. Ah oui, c'est-à-dire que si on achète, c'est qu'il y a des gens qui vendent. Hein. Ça, bien sûr, on n'a pas, on pas trop mis en exergue ce phénomène, mais c'est sûr qu'ils ont fait la culbute en vendant. En fait, ils ont vendu à un milliardaire chinois dont le projet était de développer un réseau de boulangeries à la française à Pékin. Et il voulait directement s'approvisionner en farine française. Donc, ce type-là, eh ben, il a acheté comme ça des terres. Alors, il a joué en fait sur une faille du système de SAFER. Vous savez qu'en fait, quand des terres cultivables sont en vente en France, il y a en fait un organisme qui s'appelle la SAFER qui a le droit de préemption. Mais il y a en fait 1% qui échappe au SAFER. Et c'est justement avec ce pourcent-là que les Chinois ont pu acheter ces terres. Ils ont en fait joué sur une faille du système. C'est aussi ce qu'on leur a reproché. Alors, ce qui a été reproché également, c'est que, notamment, c'est le Centre national des jeunes agriculteurs, hein, qui a vu d'un très mauvais œil ces achats de terres par la Chine, parce que ça avait provoqué une flambée des prix. Donc, ils ne pouvaient plus acheter, vous voyez, des terres aussi bon marché, quelque part. C'est un petit peu le même système que par rapport aux chênes français. C'est-à-dire qu'évidemment, les Chinois sont prêts à payer très cher des ressources qui, localement, sont vendues, sont un peu bradées quelque part. J'ai une question, Guillaume. Ouais. Qui va produire du coup ce blé-là pour ces boulangers chinois? C'est les agriculteurs français ou c'est des agriculteurs chinois qui vont envoyer ici? Je ne sais Ah pas. non, non, non. Non. Alors bonne question. Alors, en Afrique, en fait, par exemple, il y a quand même à peu près, enfin, il y aurait, mais à mon avis, c'est très, très sous-estimé, 1 million de Chinois installés, alors, à la fois en ville et dans des terrains cultivables. Et donc, beaucoup de Chinois cultivent les terrains directement, ou bien font cultiver aussi. Alors, ici, en France, évidemment, les Chinois n'ont fait que acheter la propriété qui reste exploitée par des Français. Donc, il n'y a pas c'est pas des Chinois qui se sont mis à cultiver du blé en France. Merci. Alors, pour la petite histoire, en fait, ce milliardaire pékinois a fait faillite. Et donc, il aurait revendu une partie de ses terres. Donc, finalement, bon, l'honneur est sauf, hein, si je peux dire. Alors, en fait, ils n'ont pas acheté il y a eu d'autres achats de terres par des Chinois, notamment dans le département de l'Allier, des départements comme ça où les terres sont assez bon marché, des endroits un petit peu d'influence profonde, vous voyez. Donc, c'est pas, il n'y a pas que ce cas-là. Hein. Alors, un cas intéressant, c'est la pression sur la biodiversité. On a vu les ressources agricoles, halieutiques, forestières, mais c'est aussi le cas sur donc, les animaux. Et donc là, on rentre dans un monde tout à fait intéressant, malheureusement, le trafic d'animaux ou bien de parties d'animaux. Alors, vous savez que la Chine est très largement le premier importateur d'ivoire d'éléphants, hein, et que ce trafic, en fait, qui correspond à une vieille tradition, enfin, les Chinois adorent sculpter les défenses, etc., etc. Donc, en fait, aurait contribué à décimer les populations d'éléphants en Afrique.
Alors, il y a un an ou deux, je crois, il y a eu un trafic qui a été démantelé, notamment en Tanzanie. C'était une Chinoise, que vous avez ici à l'écran, qui était la première Chinoise à avoir appris le Swahili, la langue Swahili, hein, qui est la langue en fait, de l'Afrique de l'Est, hein, qui est un mélange de langue locale et de langue arabe. Et donc, elle a été, d'ailleurs, à l'issue d'une course-poursuite avec la police locale, etc., elle a été arrêtée et condamnée à 15 ans de prison, parce que c'est elle qui gérait en fait tout un trafic à l'échelle de toute l'Afrique d'ivoire d'éléphant. Et notamment avec, évidemment, dans la Chine actuellement, investit beaucoup en Afrique, et donc il y a un réseau de Chinois, et donc ce trafic était situé à une très grande échelle, en fait. Alors, beaucoup d'ONG ont dénoncé le massacre auquel la Chine a contribué. Et d'ailleurs, la Chine, en fait, alors, le trafic de l'ivoire a été officiellement interdit depuis 1989 à échelle mondiale. Mais je crois que la Chine n'a ratifié cette convention qu'en 2006. Elle a mis beaucoup de temps, elle a fait beaucoup de retard dans la ratification. Et donc, bien sûr, vous voyez, le trafic, donc forcément illégal, hein, a été dénoncé. Là, vous avez les populations d'éléphants, certaines, incertaines, probables. Il y a tout un problème de calcul, d'inventaire du nombre d'éléphants, mais peu importe. Et vous avez ici les pays en fait, qui alimentent ce trafic à destination de la Chine. Oui, Afrique australe, Afrique orientale et même le Nigeria sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Alors, de temps en temps, la Chine, en fait, la Chine maintenant se positionne comme vertueuse en la matière, et de temps en temps, il y a des saisies, parfois assez importantes, vous voyez, alors, dans les différentes localités en Chine, ce qui montre quand même que le trafic n'a pas été entièrement éradiqué. Ça, c'est les traditions chinoises, vous voyez. Alors, c'est de très beaux objets, hein, mais malheureusement, qui compromettent cette espèce. Alors, vous voyez, en avril 2019, donc il y a tout juste 2 ans, une saisie de 7 tonnes et demie. Alors, ça montre quand même que le trafic n'a pas disparu. Alors, bien sûr, grosse mise en scène de la part des douanes chinoises, etc. Mais en fait, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'ateliers clandestins, notamment du côté de Canton. Alors, c'est un peu différent au niveau du trafic de cornes de rhinocéros, à qui on prête différentes vertus, vous voyez, contre la fièvre, contre différents maux, etc. Là, bien sûr, le volume est beaucoup moins, donc le tonnage est moins important, mais quand même, les ravages sont très significatifs. J'ai trouvé ce document assez touchant. Vous avez un guerrier Maasai, vous voyez, bon, du Kenya ou de Tanzanie, qui espère voir un jour la fin de l'obsession chinoise des cornes de rhinocéros. J'ai trouvé ça assez amusant, enfin, si on peut dire. Pourquoi cette obsession des Chinois pour cette partie d'animal? Alors là, c'est pareil, hein, il y a eu pas mal de saisies, notamment en 2019, 519 kilos, à quasiment 33 saisies de la part des douanes. Alors, tout ça, généralement, transite par Hong Kong. Vous voyez, Hong Kong ici, ou bien d'autres ports. Parfois, c'est indirect par le Vietnam. Après, ils traversent la frontière clandestinement. Alors, autre animal qui est braconné et menacé, c'est le pangolin. Le fameux pangolin. Alors, lui, on le braconne essentiellement pour ses écailles, ici, qui ont prête différentes vertus. Ça, c'est tout le problème, en fait, hein, de la médecine chinoise traditionnelle, dont la Chine fait grand cas, mais qui quand même occasionne des très gros dommages à certains animaux sur la planète. Alors, vous voyez, oui, par exemple, ici, en 2019, 23 tonnes d'écailles de pangolin ont été saisies à Wenzhou, donc dans le Zhejiang. Ça veut dire combien de milliers de pangolins il a fallu tuer pour obtenir 23 tonnes d'écailles. Alors, heureusement, le pangolin a vu son statut, je dirais, élevé, puisqu'on est passé de niveau 2 à un niveau 1 de protection de l'État.
Alors, un sujet bien connu, c'est la question des ailerons de requin. Vous savez qu'en fait, les fameux potages aux ailerons de requin, c'est vraiment le must en Chine. Hein, quand on veut inviter les gens de manière honorable, on fait notamment du côté Hong Kong, mais même en Chine continentale, des potages aux ailerons de requin. Et donc, il y a eu un trafic énorme centré sur Hong Kong. Là, ici, vous êtes à Hong Kong, vous voyez. Alors, dans une boutique, là, sur les toits, on fait sécher des ailerons de requin. Alors, face à ce trafic qui, bien sûr, a ravagé le stock de certaines espèces de requins, le WWF, en fait, a lancé des opérations et d'ailleurs avec un certain succès, puisque maintenant, dans les grands restaurants de Hong Kong et même dans les banquets officiels en Chine, en principe, c'est interdit. Mais, toujours pareil, mai 2020, saisie record de 26 tonnes d'ailerons de requin à Hong Kong. Donc, en fait, le trafic quand même se poursuit, malgré l'interdiction, malgré les opérations, je dirais, contre ce trafic. On va finir sur la question des ressources minières, à moins qu'il y ait des questions. Non, on n'a pas de questions. Enfin, ça va peut-être venir du coup maintenant, mais pas pour le moment. Alors, on a vu toutes ces ressources, hein, donc la pression considérable de la Chine sur différents types de ressources. C'est bien sûr aussi le cas pour les ressources minières. Là, bien sûr, on parle d'industrie. Alors, la situation, en fait, je dirais, est ambivalente. C'est-à-dire que dans certains cas, la Chine est dépendante. Dans d'autres cas, c'est nous qui sommes dépendants de la Chine. Premier cas de figure, les produits de base où la Chine est très fortement dépendante. C'est notamment le cas pour le minerai de fer. Le minerai de fer, donc, qui sert à faire de l'acier. Hein. La Chine est bien sûr très largement le premier producteur mondial. Et là, la Chine, vous voyez, est un pays qui importe des sommes absolument gigantesques de minerais de fer, puisque malheureusement, pour elle, elle a très peu de minerais de fer sur son territoire, pour des raisons géologiques. Et vous voyez, importation de 1 milliard de tonnes. Ça, c'est des chiffres quand même qui donnent le vertige. Et en plus, ça s'est encore aggravé, je dirais, en 2020, vous voyez, 1 milliard 100 millions. Grosso modo, la Chine représente 70% du minerai de fer importé dans le monde. Malheureusement pour la Chine, ces importations sont concentrées sur deux pays, l'Australie, avec qui les relations sont pour le moins difficiles, et le Brésil. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine est quasiment confrontée à un duopole. Et inutile de vous dire que les grands producteurs de minerais de fer brésiliens et australiens ont augmenté massivement leur prix pour profiter de cette demande chinoise. Ils ont vraiment pris à la gorge les sidérurgistes chinois en faisant flamber les prix. Alors, la Chine, justement, avec le gros problème actuellement avec l'Australie, des relations très, très conflictuelles, pour ne pas dire plus, cherche à s'émanciper justement des importations périphéires donc, australiennes, notamment en développant un gisement géant en Guinée. La Guinée-Conakry, vous avez un gisement qui s'appelle Simandou, Simandou, hein, qui est peut-être le plus grand gisement de fer inexploité au monde, alors qui pose beaucoup de problèmes parce qu'il faut créer une voie ferrée, etc. Enfin bon, tout ça n'est pas assez simple. Mais disons que la Chine cherche à desserrer les taux de cette dépendance. Il y a aussi un autre cas, c'est le pétrole et le gaz, donc les hydrocarbures. Là aussi, la Chine est un importateur massif, notamment de pétrole. Vous voyez, 542 millions de tonnes, montant absolument gigantesque, lié en grande partie, bon, bien sûr, à l'industrie, mais aussi au trafic automobile, hein, bien sûr. Alors là, la Chine, je dirais, a l'avantage d'avoir fait des deals avec la Russie, l'Iran,
et aussi une partie, l'Arabie Saoudite, plus quelques pays pétrolifères en Afrique. Grosso modo, la Chine a réussi à diversifier un petit peu ses fournisseurs avec des pays considérés comme étant relativement alliés, enfin, amis en tout cas, qui sont intéressés par le business avec la Chine. Du coup, Guillaume, il y a une remarque aussi dépendante entre guillemets, donc pour fabriquer les produits qui ne sont pas ou plus fabriqués ailleurs et qui sont consommés ailleurs, je dirais que c'est nous qui sommes d'ailleurs dépendants, car ni minerai, ni industrie, ni logistique, en fait, sont dépendants, disons, de produits que nous, on veut consommer. Oui, Ou alors la tout à fait. consommation chinoise est devenue tellement grande que ça prend une place majoritaire, mais c'est peut-être pas le cas. Oui, c'est sûr que la demande chinoise est absolument énorme, hein. Ça c'est sûr. Alors, il y a en fait une situation qui est inverse, qui est malheureusement pour nous, là, cette fois-ci, concerne des minerais critiques pour le développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains minerais qui sont nécessaires à toute la transition écologique, que ce soit pour la question des batteries, enfin, des batteries électriques, pardon, que ce soit pour, par exemple, les éoliennes, etc. etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle des minerais critiques. C'est d'abord le cas pour les fameuses terres rares, que vous connaissez peut-être. C'est un ensemble de, vous voyez, de 17 minerais, bon, avec des noms, chacun a une histoire, enfin, peu importe, alors qui sert à faire des aimants, qui sert à faire différentes choses, mais qui sont indispensables. Et là, la Chine est en position de force. C'est-à-dire, Deng Xiaoping, vous voyez, en 92, disait le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a des terres rares. Donc ça, c'est les hasards de la géologie, hein, qui fait que la Chine a des réserves très importantes dans ce domaine. Alors, historiquement, néanmoins, pendant très longtemps, je dirais, c'est les États-Unis. Notamment, il y avait une mine très importante en Californie, qui s'appelait, je crois, Mountain View, Californie, donc, qui assurait la totalité, ou quasiment la totalité, de l'approvisionnement mondial. Mais cette entreprise qui gérait la mine, bon, pensait essentiellement au business. C'est-à-dire que, bon, ils voulaient bien sûr tirer un bon profit de leurs produits, mais il n'y avait pas du tout de visée politique. Pour des raisons, je dirais, de surcoût liés à la législation californienne, l'entreprise a considéré que c'était plus rentable d'exploiter cette mine et qu'en plus, elle était trop polluante. Donc, ils ont fermé la mine. Les Chinois se sont précipités sur cette opportunité. Et vous voyez, on est passé d'un monopole américain à un monopole chinois. Et là, la Chine, notamment, a essayé, à partir de sa mine de Bayan Obo en Mongolie intérieure, donc pas loin de Baotou, là, elle a dit, voilà, bah, tiens, nous, on a beaucoup de terres rares, on va faire des chantages, notamment avec le Japon. Et notamment à l'époque, les voitures hybrides Toyota, hein, qui consomment beaucoup de terres rares, ont été à l'arrêt pendant un certain temps à cause justement du boycott, quelque part, chinois. Finalement, la Chine a échoué dans sa tentative de monopolisation de ce minerai. On a développé le recyclage. Comme les prix ont augmenté, bah, ça a rendu rentable des mines qui n'étaient pas rentables auparavant, etc., etc. Maintenant, on est dans une situation, je dirais, de monopole relatif en matière de terres rares. Alors, les Chinois ont essayé, enfin, essayent maintenant de faire le même coup au niveau du lithium. Parce que le lithium, ça sert bien sûr aux batteries lithium-ion, vous savez, les batteries des voitures électriques, enfin voitures électriques ou d'ailleurs trains électriques, et peut-être même un jour avions électriques, etc. Il se trouve que la Chine, vous voyez, a quelques mines importantes, ici au Qinghai, et même d'ailleurs au Tibet, euh, notamment dans des lacs salés d'altitude, puisque dans certains de ces lacs, on trouve justement du lithium. Alors voilà à quoi ça ressemble, vous voyez, bon, là on est donc dans la région de Qinghai, mais c'est bien sûr le plateau tibétain. Et donc, alors le problème du lithium, comme des terres rares, c'est que l'extraction, la concentration de ces minerais est très très polluante, enfin sont très polluantes.
Mais de toute façon, la Chine n'a pas assez de ressources. Et donc là, la Chine, en fait, cherche à acheter du lithium tous azimuts. Alors, notamment ici, 2019, il y a eu un méga contrat avec la Bolivie, puisqu'en fait, la Bolivie est détentrice des principales réserves mondiales de lithium. Alors, en fait, ça correspond à des lacs salés dans la cordillère des Andes, à très haute altitude, ce qu'on appelle des salars, S-A-L-A-R, les salars de Bolivie, et puis d'ailleurs aussi de Chili, l'Argentine. Bon, en fait, la Bolivie s'est avérée un peu décevante hein, parce qu'ils n'ont pas une stratégie qui n'a pas été très efficace de mise en valeur de leurs ressources. Maintenant, en fait, la Chine achète plutôt du lithium, je dirais, au Chili, en Argentine et aussi en Australie. Alors là, on n'a pas affaire à du lithium, je dirais, de lac salé, c'est plutôt dans des roches. Hein. Il y a du lithium de roches dures aussi, ça existe. Alors voilà à quoi ça correspond, il est très, bon, très connu ça, hein. Le salar d'Uyuni, qui est la plus grande réserve mondiale de lithium. Mais alors c'est très très loin, très haut en altitude, etc. Bon, ça pose des problèmes logistiques et autres. Alors, les entreprises chinoises, en fait, vous voyez, là, vous avez un petit panel de toutes les opérations de rachat. Ils rachètent en fait à tour de bras des entreprises de lithium en Australie, au Canada, en Amérique latine. Ils cherchent quasiment le monopole, ou le quasi-monopole. Ce dont d'ailleurs l'Union européenne, un peu tardivement, a commencé à s'alarmer. C'est-à-dire que les Européens sont toujours un peu avec un train de retard, un peu comme pour les vaccins, etc. Hein, là, c'est sûr que les Européens ont découvert que la Chine avait fait main basse hein, sur une bonne partie de la production mondiale de lithium, alors même que, bien sûr, c'est fondamental pour la voiture électrique. Et d'ailleurs, la Chine, par ailleurs, aussi produit, je dirais, peut-être presque les trois quarts des batteries électriques mondiales. Oui. Tout ça, c'est des logiques en fait de filière, enfin, logique d'intégration verticale, d'amont vers l'aval. Les Chinois sont très cohérents, très déterminés, hein, et puis avec une stratégie très claire, très simple. Ils mettent beaucoup d'argent, ils mettent le paquet sur donc une menace stratégique, et voilà, ils donnent les moyens d'assurer, de sécuriser leur approvisionnement. Donc ça, bien sûr, ça perturbe le marché, hein, ça c'est certain. Là, on n'est plus dans la question, je dirais, de la pression sur les ressources, on est plutôt sur la question de l'accaparement d'une ressource. Ici, vous avez la géographie justement de l'approvisionnement de la Chine en lithium. Vous voyez que alors la Bolivie, alors là on parle de production, vous voyez, c'est le rond rose foncé. Bon, Chili, Argentine, la Bolivie, très peu pour l'instant, et beaucoup d'Australie, mais dans des roches dures, dans les hard rocks. Eh bien, on arrive à la conclusion. Peut-être, à moins qu'il y ait des petites questions avant, avant J'en qu'on... avais une qui m'a échappé tout à l'heure. Donc c'était au sujet du soja. Le WWF parlait en 2016 du moratoire sur le soja amazonien depuis 2006 sur les terres déforestées. Qu'en est-il en 2021? Je ne sais pas si tu as cette référence-là. En fait, justement, depuis quelques jours, je suis en train de m'occuper du soja, mais je ne suis pas remonté jusqu'à cette période plus récente. Je pourrais vous répondre plus tard, mais pas maintenant. Très Non, bien. j'ai pas suivi. Non, il y a plein de dossiers à suivre, puis l'actualité change énormément. Donc, je ne sais pas. Mais effectivement, je pense que, bon, quelque part, les ONG ont un rôle très important de régulation des pratiques, hein, des mauvaises pratiques. Donc, je pense que, alors bien sûr, tout ça n'est pas entièrement neutre, mais conduit plus ou moins en général les gouvernements à changer de pratique, vous voyez, à quand même intégrer la question du développement durable et à s'orienter plus ou moins vers des pratiques plus vertueuses. Je sais que par exemple, il y a quelque temps,
la condamnation, enfin les dénonciations par Emmanuel Macron de la déforestation amazonienne, alors bien sûr, ça n'a pas du tout plu au président brésilien, mais ça fait quand même avancer les choses. Et je pense que c'est pareil un petit peu pour la question du soja. Bon, après, il faut voir le détail des faits, hein, et puis après, il faut aussi vérifier au niveau spatial. C'est-à-dire que là, il faut voir les images satellites, il faut voir vraiment les choses, je dirais, au plus près du terrain. Mm. Pas seulement voir les politiques, voir aussi ce qui se passe sur le terrain réellement. J'avais pas d'autres questions depuis, donc n'hésitez pas, hein, effectivement, comme on arrive à la conclusion, si vous avez d'autres questions, on aura le temps d'échanger Oui, tout à parce que je l'heure. me suis arrangé pour finir un petit peu Bah, c'est tout. légèrement en avance, de manière à laisser un petit temps de Mm. dialogue. Voilà. Oui, c'est Alors, ça. Bah, très bien. Puis après, on aura la chance, nous, bah, de te recevoir en plus à Angers au mois de mai, hein, si je m'abuse, sur un autre sujet. Mais je sais pas si on l'a abordé d'ailleurs, pas en détail, mais sur un village du Sejong, je crois. ah bon, d'accord, très bien. Ouais. Mm. Je D'accord. te, je, Je n'étais pas au je garde courant. le rappel. On en reparlera. Ouais. Ouais, alors effectivement, bon, là, on a quand même fait 10 heures enfin, 10 heures de séminaire, hein, sur un sujet qui est bien sûr fondamental, la question du développement durable en Chine. Alors, vous avez compris que c'est un sujet immense, d'ailleurs, on vient de le voir encore maintenant, c'est un sujet qui est très évolutif, donc forcément, la conclusion ne peut être que temporaire, hein, partielle, fragmentaire, on ne peut pas conclure définitivement et enfin, clore, je dirais, un sujet pareil. Deuxièmement, la question, c'est les sources. Et on vient aussi de l'aborder avec la question de la déforestation. Il est certain que les sources ne sont pas très accessibles. Là, j'étais en train de travailler sur la pêche il y a quelques temps. Bon, il y a des phénomènes massifs de sous-estimation des prises, des captures de pêche, ouais, par exemple. Donc, en fait, et selon les thématiques plus ou moins sensibles, évidemment, le niveau d'approfondissement ou de précision des sources, évidemment, sera très variable, hein. Bien sûr, on l'a vu par rapport à la question du land grabbing, hein, l'accaparement des terres. Là, avant de tenir un discours, il faut d'abord être très certain d'avoir une base documentaire robuste. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors évidemment, on a toujours, enfin, c'est beaucoup plus facile de faire des grands discours, etc. Mais si on veut vraiment que les discours soient appuyés sur des faits, ça demande beaucoup plus de minutie, de patience et souvent de modestie, en fait, hein. Alors, bien sûr, il y a plusieurs approches possibles, hein, de la question du développement durable en Chine. La valeur ajoutée que moi, je vois dans mon propre travail, et en fait, la logique de mon travail, c'était plutôt d'abord d'identifier des informations critiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais bien sûr, qui ne sont pas de niveau aussi intéressant ou utile et bien fondés les uns que les autres. Donc, j'ai essayé d'identifier des informations qui soient pertinentes, de les hiérarchiser, de les structurer. Parfois, je dirais d'apporter la preuve par des cartes, des images satellites, hein, notamment, vous voyez, par exemple, quand on a parlé du Xinjiang, bon, quand on montre les oasis qui sont menacées par le sable, quand on voit les infrastructures qui sont en partie submergées, quand on voit la grande muraille qui, ça et là, discontinue à cause de l'avancée des dunes, oui, ça, ce n'est pas du discours, mais c'est une preuve. Donc, j'ai essayé aussi je dirais, de déconstruire les discours, quels qu'ils soient, hein, à la fois la propagande officielle, mais aussi parfois des discours un peu trop stupidement critiques à l'égard de la Chine. Et donc, d'essayer de, bien sûr, faire la critique, mais aussi la critique de la critique. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et toujours, bien sûr, avec un sens du territoire, c'est-à-dire ancrer les phénomènes, non pas dans des discours un peu plaqués sur les territoires, mais vraiment entrer au plus près des territoires et donc voir ce qui se passe. Alors, j'espère aussi qu'au-delà du cas particulier de la Chine, l'aspect donc monographique, il y a quand même aussi quelques petites réflexions plus générales, voire plus théoriques, déjà sur la notion même de transition. Hein, on a vu, je crois, à la fin de la deuxième partie, je crois, donc la troisième séance, des réflexions sur la notion de transition. Hein, on voit que la transition, c'est un phénomène qui est complexe, hein, en Chine comme ailleurs. Et puis aussi peut-être, vous voyez, la notion de civilisation, voilà, le destin des civilisations, ça c'est comme intéressant. Et puis, je finirai par une citation de Gandhi, qui dit en substance, vous voyez, la Grande-Bretagne, en fait, a dû exploiter la moitié de la planète pour assurer sa prospérité.
combien de planètes un pays comme l'Inde va devoir exploiter? Ah, bien sûr, on peut mettre à la place de Inde, on peut mettre Chine. Alors le problème, c'est qu'en fait, malheureusement, ce n'est pas la Chine à la place de l'Inde, c'est actuellement la Chine et un jour l'Inde. Donc ça va s'ajouter en fait. Donc le problème, c'est que, vous voyez, ceux qui parlent, vous voyez, moi j'ai des collègues qui font des recherches sur le développement post-durable. Mais quand on est spécialiste de l'Asie, on s'aperçoit très rapidement que la question du développement durable, elle est très très loin d'être résolue, elle est même massive. Hein. Quand tous les pays, l'Indonésie, parce que bien sûr, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Indonésie, hein, et tant d'autres pays hyper peuplés, hein, qui bien sûr exercent et exerceront sur le futur une pression accrue sur les ressources et générant beaucoup d'impacts, de déséquilibre et autres. Voilà. Donc je suis ouvert à toutes vos questions. Ben, on n'en a pas eu d'autres d'ici là. Donc allez-y, hein, posez vos questions. Bon, en tout cas, Guillaume, merci beaucoup hein, vraiment Ah, tiens, on a une question. Je ferai la remerciement après. Donc d'après ce qui a été exposé, l'importance de la Chine dans le réchauffement climatique, peut-on espérer que les accords de Paris puissent être respectés? Euh, oui, 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 bien sûr. Non, non, mais je pense que la Chine a bien compris tout l'intérêt qu'il y a pour elle-même et pour son image, bien sûr, de respecter ces accords de Paris. Après, d'ailleurs, Xi Jinping a même pris le leadership carrément, puisque d'ailleurs, pour aussi un petit peu embêter les Américains. Hein, et donc, en fait, la Chine cherche à être vertueuse en matière climatique. Elle n'est pas du tout climato-sceptique. Mais on a dit hein, tout à l'heure que les émissions de gaz à effet de serre vont continuer à augmenter jusqu'en 2030. Quant à la neutralité carbone, ça dépend comment la Chine va s'y prendre. C'est-à-dire qu'évidemment, si on couvre une partie du désert d'arbres, évidemment, ça améliorera le bilan carbone, mais on n'aura pas résolu par ailleurs tous les problèmes. Vous voyez, ça dépend aussi comment on s'y prend. Donc tout ça, c'est bon. Faut voir les faits de manière en face. Hein. Donc la Chine, finalement, peut-être espère par ses propres technologies aussi, peut-être comme les Américains, finalement se sortir de toutes ces questions climatiques aussi, sans forcément... Oui, oui, mais alors bien sûr, la technologie est une aide qui peut être très importante. Mais enfin, il y a des phénomènes très lourds, il y a des macro-processus qui échappent à la politique. C'est-à-dire que, par exemple, le vieillissement de la population chinoise, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et c'est ça la question. Enfin, tout n'est pas réversible, tout n'est pas solutionnable. Il y a des grands déséquilibres qui échappent à la politique. D'ailleurs, parfois, la politique crée, enfin, trouve une solution qui génère ensuite un problème. Mm. Par exemple, la politique de l'enfant unique, ça a été une solution à la surpopulation, etc. Mais elle génère elle-même des problèmes majeurs. Peut-être qu'un jour, tous ces grands transferts d'eau, parce que le fait de prendre l'eau comme ça ici, la mettre ailleurs, etc., bon, c'est très bien. Mais si un jour la source même de l'eau transférée se réduit, imaginez que tous les glaciers, parce que par exemple, si je reviens à la question des glaciers tibétains, en fait, dans un premier temps, la fonte des glaciers qu'on a vu hein, et qui est accélérée va se traduire par un gonflement du débit des cours d'eau. C'est-à-dire que la fonte va s'accélérer, donc il y aura plus d'eau dans les rivières. C'est logique. Donc plus d'inondations, catastrophes, etc. Mais au bout d'un certain temps, le stock de glace va se réduire et donc il n'y aura plus d'eau. On va être dans la pénurie. C'est ce que les chercheurs imaginent. Et donc là, on n'aura plus d'eau à transférer s'il n'y a plus d'eau suffisamment. Vous voyez. D'ailleurs, on a une question là de Olivier. Donc, le problème de l'eau ne va-t-il pas être le plus critique de tous? J'ai trouvé votre intervention plus qu'inquiétante. Êtes-vous malgré tout optimiste? Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle, ce n'est pas une question subjective. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont très inquiétants objectivement. C'est-à-dire que je veux rester objectif. C'est-à-dire il faut voir les phénomènes, il faut les mesurer. Il y a des bataillons de chercheurs chinois qui cherchent justement à mesurer les phénomènes, à voir les processus. Bon. Mais c'est sûr que les tendances ne sont pas très favorables. Enfin, dans un certain nombre de domaines. Alors, bien sûr, par ailleurs aussi, la Chine est un grand pays extrêmement efficace, industrieux. Les Chinois sont très travailleurs, inventifs, etc. Oui, donc, mais tout ça, il y a des tendances qui vont dans le mauvais sens, d'autres qui vont dans le bon sens. Après, sur le long terme, bon,
c'est vrai que, par exemple, si la Chine un jour est un pays de vieux, bon, il y a des études chinoises qui montrent que ça posera même un problème de sécurité nationale. C'est-à-dire que oui, si la Chine est vieillissante, ça sera bien sûr d'une part un problème budgétaire majeur. Qui va payer les retraités? Il y aura un phénomène d'appauvrissement généralisé et puis qui va protéger la Chine. Hum. Alors bien sûr, bon, il restera quand même beaucoup de monde, hein. La Chine, ce sera quand même un milliard de personnes en 2100. Enfin, bon, oui, avec 500 millions de personnes à gérer, c'est plus la même chose. En parlant de pays de vieux, du coup, il y a Yvan qui parlait du Japon. Oui, Au tout même à fait. temps, il faisait un commentaire, hein, c'était pas une question, mais en même temps, il ne faut pas être catastrophiste. Le Japon était un pays développé, entre guillemets, dans les 17e, 18e siècles, avec environ 30 millions d'habitants. Donc Mhm. la réduction de la population donc, la réduction de la population de la Terre n'est pas à craindre forcément. C'est Oui, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que, alors, au Japon, il y a quand même beaucoup de villes qui se contractent, shrinking cities. Alors, le Japon, alors c'est pas grave en même temps. Alors, un pays comme le Japon, malgré tout, bon, si un pays quand même se dépeuple, alors je pense par exemple même en Europe, hein, c'est un phénomène aussi qui existe en Europe, avec l'Italie par exemple. Bon, c'est quand même moins d'influence, c'est moins de création de richesses, c'est moins de créativité en général, c'est plus de coûts. Oui, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Bien sûr, on peut être très heureux. Il y a des petits pays qui sont très heureux. La Suisse est un pays très heureux. Enfin, a priori, la Norvège, c'est des pays très riches, très, très, très peu peuplés. Mais enfin bon, après, c'est une autre configuration. Hum. Et tout Et, ça, est-ce que c'est des tendances qui sont quand même, voilà, c'est des tendances qui sont quand même prouvées, ou est-ce qu'il y a tellement de facteurs, on se rend compte tous les jours, enfin tous les ans, il y a tellement de gros événements, par exemple la Covid, des choses qui sont imprévisibles, qui pourraient faire basculer, disons, de telles tendances? ah ben ça, alors là, il y a toujours la possibilité d'événements imprévus, bien sûr. Bah, le Covid, personne n'imaginait qu'il y aurait des centaines de milliers de morts en Europe, etc. Voilà, ça, c'est des choses qui existent, hein. Alors bon, la Chine, heureusement, comme elle a un régime quand même très autoritaire, quelque part, heureusement qu'elle a réussi à, enfin, c'est le bénéfice quelque part des régimes autoritaires que d'assurer la sécurité de leur population et l'ordre et la mobilisation. Ça, c'est un facteur très positif. Après, est-ce que les phénomènes sont inscrits? Ben, certains, oui. Par exemple, le vieillissement, ça, c'est inscrit dans la pyramide des âges. On ne peut pas y couper. Alors, même si maintenant les Chinois se mettaient à faire 3 enfants, ce dont je doute personnellement, ça ne va pas inverser les courbes. Ça, c'est irréversible. D'ailleurs, à ce sujet-là de la population, une question intéressante de Diane. Donc, la Chine pourrait-elle aussi avoir une politique d'immigration pour rajeunir sa population? Alors, l'immigration existe déjà. C'est-à-dire que, par exemple, mais elle est très très faible. Par exemple, à Canton, il y a ce qu'on appelle la Chocolate City. C'est-à-dire, c'est une ville avec, il y avait à l'époque 100 000 Africains. À Canton, à Yiwu, par exemple, le grand marché de biens de consommation de Yiwu, il y avait pas mal d'Africains, mais c'était aussi pour des raisons politiques, bien sûr, tout ça. Mais grosso modo, il y a quand même globalement très peu d'expatriés en Chine. Très peu d'expatriés. Il y a beaucoup moins d'expatriés en Chine que de Chinois donc en Occident, par exemple. C'est absolument incommensurable. Est-ce que la Chine peut devenir un grand pays d'immigration? Je ne suis pas certain de ça, parce qu'il y a quand même, c'est d'abord extrêmement difficile de devenir, d'acquérir la nationalité chinoise. D'ailleurs, comme c'est le cas aussi au Japon, hein, le Japon est extrêmement fermé sur l'étranger. Alors, il y a quelques immigrés coréens, etc. Mais globalement, ce sont des pays d'émigration, hein. Enfin, pas le Japon, mais je veux dire la Chine. Euh, et puis, bon, le rapport à l'étranger est quand même assez complexe, assez problématique, hein, en Chine. Euh, c'est ça, moi, je ne vois pas à court terme, disons, la Chine devenir un grand pays d'immigration. Je pense que ça poserait un problème de sécurité nationale. D'ailleurs, en termes de catégories d'immigrés, il parlait notamment des immigrés nord-coréens, et on avait aussi un commentaire on parle aussi d'importation de femmes chinoises du Sud-Est pour renverser le ratio homme-femme. Alors, effectivement, ça existe, hein. Il y a effectivement des phénomènes. Ouais, non. Alors bon, ce qu'on voit par exemple dans les naissances, justement en 2020,
c'est que le sexe ratio, c'est 52% d'hommes, enfin 53% de bébés garçons pour 43 et quelques pour les filles. Donc malheureusement, alors il y a effectivement ponctuellement des phénomènes comme ça, effectivement d'importation de laotienne, vietnamienne, etc. Mais enfin, c'est très marginal. Disons que il y a plein de phénomènes qui existent, mais qui ne sont pas relevants sur le plan statistique. Très bien. Je ne sais pas du coup si on a une dernière question. On peut prendre une vraiment dernière question si on a une qui arrive. Mais sinon, Guillaume, merci beaucoup hein, pour ce cycle de séminaires. C'était vraiment super intéressant. Ça abordait un ensemble de données. C'était assez dingue pour le coup en termes d'informations. Hein, tu expliquais, mais on était, euh, on était ravis d'avoir tout ça. Et puis voilà, je pense que c'est des clés vraiment importantes et puis voilà, qui nous seront utiles pour tous dans l'avenir pour avoir une grille de lecture sur la Chine. Et il y a une dernière question, donc ce sera derrière ce que je disais. Donc quelles seront les conséquences de la neutralité carbone dans notre vie quotidienne 2050 pour l'Europe et 2060 pour la Chine? Y a-t-il des modèles économiques identifiés sur les crises sociales possibles? Oula, une question Oui, complexe, effectivement. oui, complexe. La formulation n'est pas. Est-ce que la neutralité carbone chinoise va modifier notre mode de vie en Europe? C'est ça la question? Alors, quelles seront les conséquences de la neutralité carbone dans notre vie quotidienne, effectivement. Oui. Donc c'est ça. Oui, c'est certain que tout ce qui peut, enfin bon, ça va aller dans le sens, disons, d'un dégagement moindre des gaz à effet de serre. Hein. C'est certain que ça, c'est quand même plutôt positif. C'est vrai que les scénarios un peu catastrophistes du GIEC, peut-être, vont être en partie altérés ou en tout cas remis en question. Ah, c'est possible. Mm, Hein. Bon, après, il faut voir les choses de manière, bon, enfin, au cas par cas, etc. Bon, ça, faut pas non plus. bon, Oui. Après, la vie quotidienne, bon, est-ce que ça va modifier bénéfiquement, je dirais, notre météo, notre climat? Ça, faut voir. Hein. Ça, je mm. ne suis pas sûr que ce soit vraiment aussi prégnant hein, sur le plan Ce de qu'on la. disait, il y a beaucoup de facteurs qui sont. Ouais, ouais, non, ça, c'est pas. Ça, faut mesurer. Bon, peut-être, hein, mais bon, jusqu'à quel point, ça, je sais pas. Donc, non, non, beaucoup de commentaires, encore une fois, hein, positifs de la part de tout le monde. C'était vraiment super intéressant. Et il y avait notamment sur d'autres conférences possibles. Donc, ce que je disais, il faudra qu'on en rediscute, mais possiblement, ce que je disais au mois de mai, sur le village du Tsojong, hein, si je ne me trompe pas, Ah, effectivement, que tu as étudié. C'était un cas particulier, encore une fois, sur ouais. cette thématique-là. Bon, on en parlera de vive voix, enfin, C'est ça. après Donc, après le séminaire. Hein, voilà. mais voilà, en tout cas, que des commentaires positifs, c'était vraiment Ouais, intéressant. Donc, je te remercie et c'était un avec projet plaisir. collectif de tous les instituts et voilà, de travailler ensemble comme ça, alors que c'est compliqué d'avoir des événements Ouais, c'est vrai, c'est vrai. intéressants et pertinents en plus et qui là, qui regroupent du monde. Donc, voilà, on est vraiment très heureux et encore un grand merci, Guillaume. Mais quelque part, c'est aussi grâce à l'épidémie, parce qu'en fait, c'est grâce à l'épidémie et à la visio qu'on a dû mettre en place, qu'on a pu comme ça mutualiser Mm. différents instituts Confucius et mettre en place ce séminaire. En tout cas, moi, j'ai eu aussi grand plaisir à partager mes connaissances et mon exploration du territoire chinois avec tous les participants. Voilà, merci à tous. Très bien, super. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt pour d'autres événements voilà, avec les instituts. On espère en présentiel, voilà, en fonction de l'Institut Confucius qui est celui le plus proche de chez vous. Il y en a forcément un. Donc voilà, à très bientôt. Encore merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. On reste un peu ensemble, Victor et Lota, Oui, ça marche. parce que justement, On se attend, on joindre. attend les déconnexions et puis Ouais, c'est ça, voilà. on fait ça comme ça. Merci beaucoup encore une fois.